Eh ben, salut les sportifs, salut les athlètes hybrides. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dans le dernier rush de la saison. Là, c'est les dernières courses qualificatives, les championnats d'Europe à Londres la semaine prochaine, le week-end prochain. Donc, on est juste avant. Et pour ça, je me suis dit, tiens, qui serait la meilleure personne à interviewer? J'ai pensé tout simplement à la superbe Rebecca, notre superbe représentante en élite 15 en duo avec sa partenaire Jésabelle. Salut Rebecca, comment vas-tu? Eh ben, écoute, tout va bien, je te remercie et toi, ça va? Écoute, ça va, j'ai la gorge un peu fragile parce que j'ai pris le bus, sous une clim pendant 2-3 heures il y a quelques jours là, mais tout va bien, tout va bien. Je crois que c'est mon c'est ma signature de tomber malade, 10 jours, 7 jours avant une course. Avant les Voilà, courses et ça, c'est ouais. pas drôle. Ouais, ouais, mais en fait, tu veux je tombe malade, du coup, je ralentis mon rythme de sport, je me soigne et le jour J, ça se passe bien, tu vois? C'est le plus important, du coup. Exactement. Bon et toi, comment ça va? Eh ben, écoute, tout va bien. Donc comme tu l'as dit dans l'entrée, enfin, dans la préparation pour le podcast, c'est la semaine avant Londres. Avec Isabelle, on devait concourir en élite 15, mais malheureusement, on pourra pas participer. C'est indépendant de notre volonté, bien évidemment, parce que du coup, on attendait ça avec impatience après Phoenix. Et en fait, c'est vraiment, une question de timing parce qu'on n'est pas informé. Il faut savoir qu'en élite 15, on reçoit pas vraiment les informations et on devait être présente à partir du vendredi. Sauf que nous, ne le sachant pas, on a su que cette semaine qu'on était, donc appelés à venir concourir. Bah, Isabelle arrive le vendredi soir, moi j'arrive le samedi matin. On a essayé de négocier pour savoir si l'une des 2 pouvait être là. C'est pas possible, c'est les 2 ou rien. Les billets sont pris, que ça soit l'avion, l'Eurostar, tout ça, donc on peut pas modifier. On a notre travail à côté, on n'est pas professionnels dans le Mmh. domaine. Donc du coup, pas d'élite 15 à Londres, tout simplement. Donc c'est la Parce que déception, je vous dois dire. pouvez pas assister au brief, technique avant, c'est ça? Exactement et donc du coup, comme je te disais en off, pour la petite histoire, à Phoenix, on a eu aussi le briefing. Sauf qu'on comprend rien. Du coup, ça a été un peu mon argument auprès de une des filles avec qui on communique pour les élites 15. J'ai dit: «Mais de toute façon, on comprend rien. Je comprends un mot sur 2 en anglais» et puis, bon, ça a pas fonctionné donc c'est quand même un peu la douche froide et la déception. Hem, ouais, attends, je comprends complètement, pour donner plus de précision, là, on est samedi, donc juste avant une semaine avant la course. Hem, quand est-ce que vous avez reçu déjà votre appel pour, vous demander de participer? Mardi. En fait, dans le listing, il y avait plein de doublons donc OK. quand Vous tu saviez on est que ouais, on vous saviez était que vous étiez prise. on était prises exactement quand tu Donc vous retires aviez tout déjà pris vos billets, c'est ça? exactement, c'est OK. ça. Donc du coup, on avait déjà pris nos billets à l'avance et puis, ben, Jézabel travaille, je travaille et c'est compliqué de s'organiser, autrement, surtout quand on sait rien à l'avance. Voilà, on le saura en tout cas pour, les prochains, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà, ça sera l'objectif. OK, bon écoute, c'est pas terminé cette histoire. Je pense que, Non. vous pouvez peut-être, demander une petite faveur, à l'organisation, mais en tout cas, je suis quand même très surpris que vous ayez les informations et la demande de date du briefing, on va dire quoi? 10-12 jours avant. Je trouve que c'est quand même, c'est pas terrible, c'est pas terrible effectivement. Ouais et encore, c'est si on n'avait pas demandé parce qu'en fait, faut savoir que quand on participe à une course élite 15, donc on est invité à venir concourir et il faut faire ce qu'ils appellent les médias. C'est Ils nous font des petites interviews, on fait des photos, les vidéos en présentation qu'on voit au début de chaque élite 15 où ils présentent les teams, c'est ce genre de choses et donc quand, elle envoie un message, hier matin, donc vendredi, en disant, il faut sélectionner votre heure de passage. Là, on se dit: «Bah, il y a un problème». C'est à ce moment-là que j'envoie un message. Donc à ce moment-là, on sait toujours pas que le briefing est obligatoire. Donc on l'a vraiment su hier, 8 jours avant la date. Enfin, c'est là, je regardais les billets d'Eurostar. Si je change, ça me coûte 400 €, sans Ah. parler de la nuit d'hôtel. Donc Ouais, donc c'est très compliqué, ouais, c'est très compliqué, c'est pas possible pour tout le monde et c'est pas des conditions qui sont très favorables, en tout cas pour concourir et je peux comprendre que ça soit pas facile, ouais, que ce soit pas facile. Mais, alors j'avais entendu sur une conversation un peu en off et tout, en plus, que sur, d'autres élites 15, femmes, en double,
ils avaient été obligés, en fait, ils préviennent tellement tard qu'ils avaient été obligés d'aller chercher très, 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 très loin, parmi des duos féminins dispo parce que, en fait, 10 jours avant, personne n'était dispo pour aller à Phoenix, Bah, ouais, heu et en fait, bah, finalement, ouais, tu te retrouves avec une course où au lieu d'avoir 15 doublons, enfin 15 duos, pardon, tu as 12 personnes, dont un duo qui abandonne, comme tu le disais et donc c'est ça. l'élite 15 est complètement délaissée, quoi. Bah, en sachant que là, du coup, là, on a vu la liste pour Londres, on n'est que 13 équipes. Du coup, sans nous, ça fera 12. OK, donc rebelote, toujours pas C'est 15 équipes, ça. quoi. Et ce que Jézabel m'a dit après à confirmer, cette fois-ci, ils se sont dit: «On descend pas en dessous de 3, en dessous de la liste 15. Ils vont pas plus bas que les 18e, quoi». Ah ouais, OK. Ouais. Parce qu'ils avaient déjà été bien plus loin, il me semble, Bah, pour par Phoenix, Melbourne et tout ça, ouais. OK, OK, OK. Et là, Heu, on avait fait l'effort à Phoenix, parce que moi, j'avais bloqué en avance dans mon agenda, de travail. Jézabel aussi. On s'était dit: «On va normalement, c'est bon pour Phoenix», donc on avait bloqué à l'avance. Mais là, Londres, on s'est dit: «Bah, c'est à côté». Moi, c'est en Eurostar, c'est à 1 heure de chez moi, donc c'est pas pareil. ouais, effectivement, c'est dommage parce que c'était une belle carte à jouer, j'imagine, pour toutes les 2 et pas forcément à la maison, mais un petit air de à la maison. Oui, parce qu'il y aura beaucoup de Français aussi sur place, donc ça aurait été différent. Vous allez quand même faire la course, normale? Bah, du coup, en fait, moi, mon copain, fait le double, homme le samedi après-midi et donc du coup, vu qu'on arrive le samedi matin, moi, je peux même pas faire de solo, donc je serai là en tant que spectatrice, donc ça ça rend Double le peine, truc un ouais, un petit double peu. peine. Bon, bah, écoute, déjà merci de parler de ça parce que je pense qu'on idéalise beaucoup, l'élite 15. On se dit: «Tiens, c'est starifié, c'est le sport, se professionnalise» et c'est un peu en ayant ce type de témoignage qu'on comprend aussi que, bah, il y a encore quand même du chemin, avant de devenir un sport olympique et avant de devenir un Exactement. sport, professionnel. Hem Donc il y a encore beaucoup de choses. Heu, Petite question, sur laquelle je suis pas au courant entre cette année et l'année prochaine. Ça se mélange un petit peu dans ma tête et je pense pour des auditeurs et des auditrices, ça serait intéressant. Qu'est-ce qui fait que vous comment vous pouvez vous qualifier pour les élites 15 de les championnats du monde élite 15? Donc il y a 4 majors dans l'année. Là, c'est le dernier major, c'est ça? Non, il y a Varsovie après. Ah oui, pardon, il y avait Varsovie. Il y a En Varsovie, fait, cette année, donc il y a eu, Ham Melbourne, Phoenix, non, Hambourg. Hambourg, Melbourne, Phoenix et après il y a Varsovie, ça c'est les 4 grands majors et Ouais, après, il y en a 3 qui ont lieu lors des championnats d'Europe, d'Amérique et d'Asie. OK. Mais donc du coup, c'est ce qu'on se disait avec Jézabel, si, mais comme pour beaucoup, hein, si on avait eu la nationalité, je sais pas moi, enfin d'un pays d'Asie, il faut savoir que les teams là-bas, je crois que les premières elles mettent, 1 heure ou 1 h 5. Donc en fait, puisque là, pour l'élite 15 à Londres, c'est la première équipe qui est qualifiée, c'est pas les 3 premières, c'est la Ouais, bien sûr. il y a une seule place. Donc ça aussi, c'est un truc, bon, bah, voilà, c'est tout, ils font par région, mais en Europe, le niveau est bien plus relevé qu'en Asie, par exemple. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Donc le but, c'était donc il y a 4 majors. Pour chaque major, c'est les 3 premières, C'est ça, les 3 premiers duos et il reste donc 3 places qualificatives pour les championnats du coup regional, qui correspondent à l'Europe, Amérique et Asie. Hem, Vous, vous avez pas encore votre ticket qualificatif pour l'instant? non, on a juste le ticket pour les championnats du monde. OK. Hem Il y a un système de roll down aussi. Je sais pas quels sont les duos Oui, j'ai plus exactement en tête, mais il y a un système de roll down aussi. Donc c'est-à-dire que si une équipe a gagné à Hambourg et qu'elle fait un podium, à Melbourne ou à Phoenix, dans ce cas-là, ça libère une place sur la deuxième course, c'est ça? c'est ça, exactement. Et avec le roll down, vous vous situez à peu près à quelle position? Alors là, j'avoue que ça, je laisse ça à Jézabel. C'est Jézabel qui analyse tout. Moi, je suis, j'avoue, j'ai pas trop regardé. Mais là, honnêtement, hein, à Londres, on n'aurait pas fini première. Je sais pas ce que ça aurait pu donner puisque,
À Phoenix, là où c'est compliqué de se situer, c'est que Jézabel était blessée, donc elle a quand même fait le choix de participer malgré sa blessure et je sais qu'elle l'a fait pour toutes les 2, pour nous, parce qu'on a fait le déplacement même si je lui avais pas mis la pression et donc du coup, je pense qu'on fait une belle équipe à 2. On a des choses à faire et malheureusement à Phoenix, on n'a pas pu, faire ce qu'on avait à faire comme on peut le faire habituellement. Et là, à Londres, même si on se serait donné, à 200, je pense quand même il y a vraiment des filles très, très fortes, qui courent très, 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 très vite et ça, j'en ai conscience et Jézabel aussi donc à Londres, ça aurait été chaud. Après, à voir si à Varsovie, du coup, on est appelé parce que là, c'est pareil, en fait, il y a des cuts pour valider les inscriptions en Elite 15 pour les majors et là, c'est pour Varsovie, ils arrêtent les temps au 27 mars. Donc à partir du 27 mars, peu importe les temps, ça ne compte plus pour le major de Varsovie. Donc ça veut dire 27 mars dans 2 semaines, ce qui veut dire que nous, on garde toujours notre ancien temps et là, je sais pas si ça passera pour Varsovie. OK, OK, d'accord. Parce que là, c'est votre record, il se situe à combien? 56-48. Eh ben, chapeau quand même, hein. Mmh. C'est un sacré temps. Hem, c'est le record de France ou pas? Je Oui sais plus. Oui, c'est et le re record de France, hein. et record du monde dans notre catégorie. Et record du monde de la catégorie. Eh ben, chapeau, C'est ça. franchement bravo. Exceptionnel. Cocorico, on est content d'entendre ce genre de bonnes nouvelles. Hem, comment vous êtes rencontrés avec Jézabel? Alors, du coup, moi, c'est vrai que déjà sur les réseaux sociaux, je regardais un petit peu quand j'ai commencé l'Aerox et je voyais beaucoup Jézabel forcément vu que c'est la numéro 1 en France et en fait, c'était lors de la course à Marseille en décembre 2024. 1re je fais une course en solo pro et je vois que Jézabel est là aussi et je me dis: «Ah trop bien, elle est là, on va pouvoir se challenger». Et en fait, dans la zone de warm-up, je vais la voir, je vais la saluer, je lui dis: «Ah salut, je suis contente que tu sois là, moi c'est Rebecca», voilà, je me présente tout simplement, mais vraiment juste parce que, j'adore, concourir avec des filles fortes, ça me stimule et donc du coup, voilà, on se rencontre comme ça, on fait la course, et pour la petite histoire, on arrive au sled pull. Juste avant le sled pull, je la dépasse sur le run, je me dis: «Ah non, je peux pas dépasser, c'est Jézabel». Bon, si je la dépasse et je me tape un sled et je reste 10 minutes sur le sled pull, donc après je ne vois plus Jézabel. Bref et en fait après ça, après, Marseille, elle m'envoie un message, je pense, 2-3 semaines après en me disant: «Écoute, est-ce que ça te dit qu'on fasse les championnats d'Europe à Vienne en février à 2? Et je pense qu'on a un truc à faire» et je lui dis: «Bah OK». Alors à ce moment-là, c'était encore en 30-39 du coup. OK, Et puis, on va au championnat d'Europe à Vienne et on finit première toutes catégories d'âge confondues, championne d'Europe, voilà et donc OK. ouais, on avait mis 55 minutes, 25, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, après me faire taper En sur les open doigts. du coup. Ouais, en open. Mais du coup, on s'était jamais entraînés ensemble, enfin, là et je pense que si ça match, c'est parce qu'aussi elle est capable de dire: «OK, ça je suis pas à l'aise». Moi, je suis capable de dire: «Ça, je suis pas à l'aise» et c'est OK, il y a pas de qui est la plus forte, c'est on est une team, voilà. OK. Écoute, trop bien, c'est marrant de voir comment les duos se font, tu vois? De l'extérieur, on peut se dire: «Tiens, vous connaissiez, d'avant Pas du tout. ou d'un autre sport», tu vois? Il y a certains athlètes qui se sont rencontrés, sur des Spartan Race ou sur des triathlons, et finalement, bah, comme quoi, aller voir, ses concurrents ou ses concurrentes, ça peut mener à des belles histoires. C'est ça. Trop bien et là, vous avez fait combien de courses toutes les 2 ensemble, du coup? Alors du coup, donc on avait fait les championnats d'Europe à Vienne et après en fait, elle était, déjà engagée avec une autre, femme, mais une espagnole pour les championnats du monde l'année Bien dernière sûr. et l'élite 15 donc bah, on s'est dit: «On fera ensemble la saison prochaine» et du coup, on a fait, heu, Paris, Bordeaux, Gand, Phoenix et voilà. Bah, déjà, c'est pas mal. Ouais, Ça commence à faire un vrai duo, et dans un sport jeune, maintenant, tu sais, si on a fait 3-4 courses, c'est comme si on avait déjà de l'expérience, tu vois? c'est vrai. Ça fait ça. Et toi, tu as continué, alors Jézabel, je sais qu'elle a beaucoup continué à s'entraîner en solo et à faire des courses. Elle double souvent. Toi aussi, c'est quelque chose que tu fais et tu aimes bien doubler, les courses sur les week-ends? Pas du tout.
Alors ça, je j'ai Ah l'impression bon? d'être ah non, ouais, non, je t'assure, j'ai dû le faire, je l'ai fait à Chicago et encore j'avais une journée de récup parce qu'en fait, j'avais 2 amies qui étaient qualifiées. L'une d'elles s'est blessée, juste avant le départ, donc on a négocié pour que je la remplace et du coup, notre temps n'a pas compté, mais c'est pas grave et du coup, non, ça, c'est un truc sur lequel, je Jézabel me dit toujours: «Ah, tu verras, le lendemain, c'est plus facile» et je lui dis: «Mais Jézabel, je suis en PLS, j'ai l'impression d'avoir 90 ans, je sais plus marcher, tu peux pas me dire c'est plus facile?» Donc non, j'ai pas, je double pas. Après, je vais devoir le faire pour les championnats du monde puisque je suis qualifiée, avec, Jézabel et le lendemain, c'est avec mon copain. OK, OK, OK. Ah. Hem, trop chouette et oui, oui, effectivement et beh, je c'est vrai que je regarde là, en fait, tu as pas fait de solo depuis, Miami l'année dernière? Non, depuis Chicago, Depuis mais Chicago? Attends. ouais, Ah! Ah oui, oui, pardon, pardon, il y a les championnats du monde. Oui, oui. ouais. Ça te manque pas? Ah si. Si, si, mais c'est prévu là dans quelques semaines, je suis en train de regarder quelle course, je vais choisir. Si, si, là, il faut que je fasse un solo, ça me c'est l'effort que je préfère. C'est vrai, tu préfères l'effort en solo qu'en duo? Ouais. Bah, alors Pourquoi? j'aime beaucoup déjà alors, je précise quand même, j'adore faire mes courses, bah, que ce soit avec mon copain ou même avoir un en duo, je trouve que c'est beaucoup plus fun. Mais j'aime tellement le côté, dépassement, cardio, c'est dur, c'est dans ma tête, je me bats, je suis toute seule et la fierté de me dire: «Je réussis toute seule». Voilà, c'est juste OK, ça, c'est pour ça que j'adore les forces solo, en fait. Et puis je OK. pense aussi que, très sincèrement, je suis moins forte en duo qu'en solo parce que le duo, il y a quand même de grosses variations d'intensité comparé au solo. Mmh. Alors le solo pour moi, c'est un effort quand même assez haut et constant, mais le solo, il y a des gros pics et moi jusqu'au rameur, ça me ça me pique et après ça redescend. OK, ouais, ouais, ouais. Bah, moi, tu vois, je préfère le duo pour ça, tu vois? J'aime bien avoir des grosses intensités, des moments pour redescendre et en solo, je trouve qu'il y a tellement de paramètres qui peuvent te faire exploser. Si tu pars un tout petit peu trop vite, tu peux vite le regretter. Enfin, je trouve que c'est vraiment un effort, dur à gérer, quoi. Après bon, j'adore, hein, j'adore aussi, mais mais OK, hyper intéressant et heu, tu penses que tu as beaucoup progressé là, par rapport à tes temps de référence que tu en solo? Alors, je pense que sur, les sleds. Alors les sleds, là j'en bouffe, bien comme il faut, parce que c'était, un peu ma bête noire, on va dire, surtout le pull, parce que le push ça va. Mais le pull sled, je pense que j'ai bien, bien progressé. Les burpees, c'est vraiment mon truc préféré et là, je me suis dit, ça je pense que j'en ferai peut-être un seul de solo cette année parce que je peux pas faire si imaginons derrière je me qualifie, je peux pas faire les 3 sur un week-end. Déjà 2 c'est difficile, mais alors 3 je meurs. Donc Rassure-toi, ça ouais. passe, ça passe. Ça se fait très bien, tu vois? En vrai, tu vas tomber malade après, tu vois, les après les 3 jours, tu prends une semaine off parce que ça avance plus très vite là-haut, mais ça passe. Je te le dis, ça passe. Parce que du coup, je me suis dit là, par exemple, mon prochain solo, il y a plein de trucs que je vais faire vu que j'ai pas forcément d'objectif. La façon dont je m'entraîne sur les burpees, ça va être, j'envoie tout. Je m'en fous. Si derrière, tant pis si je meurs, mais je vais y aller, en fait, l'objectif, c'est je pars à fond. Voilà, OK, OK, voilà. OK. C'est je Heu donne tout, tant pis si j'explose, on verra bien ce qui se passe. et ça te fait courir à quelle vitesse à peu près? Alors ça, c'est une bonne question. Après, je sais qu'il y a des trucs average pace et tout ça sur le site iResult. Je sais pas trop si c'est fiable ou pas, mais partir à fond, ben, en fait, je me rends pas compte vu qu'il y a pas ma montre, on peut pas mettre la montre, mais par exemple quand on va on court à l'extérieur ou je cours, sur piste d'athlétisme, généralement quand je pars, ça fait 3, 2, 1 et ma montre elle vibre 3, 10 et je me dis: «Oh là là, je suis encore partie trop vite» et du coup après ça ralentit tout de suite. Je ne reste pas très longtemps à 3, 10, rassure-toi. Mais du coup, je pense que oui, si le premier je peux être à 3, 30, 3, 35, ça sera bien. OK, bah, ouais, ouais, bah, moi j'aime bien regarder un petit peu les datas et du coup, je suis allé sur tes championnats du monde là, à Chicago. Effectivement, tu fais ton tour le plus rapide en 3,27 et après derrière une moyenne en 3,54. Donc ça dégringole un peu quand même, hein? Bah, je me suis pris le sled push.
à Ah Chicago. oui, attends, Ah. et ça a fait mal. Effectivement, on le voit tout de suite, hein. Ah ouais, bah, en fait Tes temps de run, ils ah mais c'était horrible, en fait et pour moi, Chicago, ça a été très, très dur moralement. J'ai mis du temps à m'en remettre, du temps à accepter parce que je pense que j'étais dans la forme de j'ai jamais été aussi en forme que pour Chicago et du coup, je suis partie sur le run, j'étais super bien, j'arrive au ski, je suis bien, je repars courir, je suis bien. J'arrive au push et là, c'est comme si la jauge, elle est là et ça fait d'un coup. OK. Et en fait, ce qui était dur, c'est j'arrive deuxième sur le sled, donc sur vraiment la deuxième rangée les plus lourdes et en fait, la fille à ma droite galère. Je me dis: «Bon, c'est tout, ils sont lourds pour tout le monde» et en fait, non, je vois les filles à ma gauche qui arrivent et qui nous redépassent. Du coup, moralement, c'est dur. Je prends mon gel tout de suite. On arrive au sled pull, c'est lourd encore une fois. J'arrive, les burpees, mais j'en pouvais plus. Pourtant, c'est un truc sur lequel je suis vraiment à l'aise sans, vouloir, voilà, c'est vraiment mon point fort. Mais là, je galérais à avancer, j'en pouvais plus et au rameur, j'arrive cinquième et je continue, je lâche pas. Je pense que même, sur les lunges, je dois me baver dessus. Je suis désolée, c'est vraiment pas glamour, mais j'étais dans un état, je n'en pouvais plus et finalement, en sortant des lunges, je suis première de ma vague et j'arrive, je termine, je finis du coup première du hit et troisième du 3e, de ta catégorie. ouais. Ouais, Mais je me dis mais du coup, il y a toujours le: «Et s'il y avait pas eu cette push?» ouais, C OK. et c'est dans ma tête et le temps, quel temps j'aurais mis? Enfin, voilà. Le 1er run et le dernier run étaient beaucoup plus longs, non? Le Parce que 1er tu était vois? long. Ouais, le 1er, je vois que tu le fais en 5. En fait, je vois que tu le fais en 5-16 et après derrière tu cours en 3-35, on va dire de moyenne, hem et un petit peu plus de 3-35 et après il y a le re-dernier où tu remets 4-27 Ouais. donc OK, OK, OK. Ah oui, ça nous fait courir quand même bien, bien vite. Hem, Bah, attention, hein, je pense que c'est tu sais, c'est les trucs, où justement le 1er run est plus long, donc les deuxièmes, il y a peut-être deuxième jusque 7, il y a pas forcément 1000 mètres, il doit y avoir un peu moins. Je sais quand même quand je cours, jamais je cours à 3,35, sur les tours de 8. Peut-être le premier parce que je suis un chien fou, ça je dis pas, mais après les autres, je pense que je dois être entre, 3,50 et 4, toute seule, hein, je parle, pas en team, ouais, bah, normaliser, c'est ce qu'ils se disent. OK, OK, beh, hyper intéressant. Écoute, je vais regarder du coup, je regarderai avec, attention ta course en solo pour voir si, la stratégie de partir à fond, et et de prendre le mur. tenir et prendre le mur. Non, mais c'est comme ça qu'on voit si on résiste bien, hein. C'est ça, exactement. Mais non, mais en tout cas, je trouve que pratiquer beaucoup de duo, je trouve que ça fait beaucoup progresser pour le solo, notamment à mettre de la mettre plus d'intensité dans ses courses et d'apprendre un peu mieux à gérer, enfin ça aide à gérer différemment. En fait, si tu veux, moi, quand je suis repassé d'un duo à un solo, le solo, je l'ai trouvé facile. Tu vois? Ah, Tu vois, je me disais: «Putain, mais je cours pas vite, je suis pas à bloc», alors qu'en duo, en plus, je le fais souvent avec des partenaires un peu meilleurs que moi, je suis en asphyxie, tout le temps. Tu vois? Je suis en train de me noyer, en permanence. Hem, donc heu derrière, je retrouvais en solo un sentiment de d'aisance et c'est ce que je te souhaite. Hem, bon, avant qu'on reparle un petit peu entraînement, course, vitesse et tout ça, d'où tu viens, Rebecca? Qu'est-ce que tu faisais avant ce doux monde de Aerox? alors, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cardio, beaucoup. J'ai fait beaucoup de fitness, les OK. cours voilà, les cours, les SMILS, donc c'est, body pump, body attack, RPM, et j'en faisais, 20 heures par semaine. Donc 20 heures par semaine? oui, oui, j'avais un petit problème avec, le sport, le cardio. En fait, le mon ouais. Mon gros problème, c'est que j'aime vraiment c'est pas une blague, hein, le cardio, c'est un truc, j'adore ça, quoi et c'est pas, faut que ça soit tranquille. Non, faut que ça soit, ça me tape dans la poitrine, quoi. Donc du coup, j'ai commencé par ça. Enfin, avant ça, je faisais de la danse, mais bon, bref, c'est pas, le plus important et ensuite, du coup, ouais, donc beaucoup d'années de fitness. J'ai rencontré mon conjoint là-bas, dans cette salle de sport et qui un jour m'a fait rire, il nous a dit, «Bon maintenant ça suffit de faire les Mongols. Ça suffit de courir partout les bras en l'air, vous faites n'importe quoi, c'est la foire à la saucisse, je vais vous entraîner, je vais vous entraîner pour de vrai» et donc du coup, il nous a initiés au CrossFit, et puis à surtout bouger bien. Puis moi, je me rappelle, il m'avait dit: «Bon,
Je vais faire du tuning sur ton corps Reb parce que là, ça va pas du tout, il y a pas un muscle, tu vas te blesser, c'est pas non mais 20 heures de cardio par semaine sans jamais faire de renfo, c'est la catastrophe. Donc du coup, j'ai commencé après le CrossFit, avec lui, puis il a ouvert sa salle. À côté de ça, j'ai vu que j'aimais vraiment le cardio et que c'est le entre passer de cours d'1 heure à des séances de CrossFit, même si c'est plus court et plus intense, j'avais un peu de mal avec ça, donc j'allais quand même courir à côté, faire un peu Mmh. d'ergomètre, voilà, pour avoir un peu ma dose de cardio encore et toujours. Et puis après, j'ai continué, donc j'ai arrêté complètement le fitness, CrossFit, course à pied et j'ai découvert, l'Aerox sur les réseaux. Donc OK. du coup, voilà. Bon et comment ça se fait que tu faisais 20 heures de body pump et de body attack par semaine? Bah, en fait C'est quoi le truc derrière tout ça là? bah déjà, je pense que j'avais vraiment un problème avec le sport. Enfin, je pense que c'était vraiment une maladie, hein, là, vraiment bigorexique, je pense que c'est le terme quand tu es addict, au sport. Non, c'était pas sain du tout. Je m'entraînais beaucoup et je mangeais rien. Je mangeais de la Ah ouais? salade et du poulet et en plus, je me rappelle les coachs, pas le mien, hein, mais pas mon copain qui était aussi après mon coach, mais les coachs de fitness, ils disaient: «Il faut pas manger de glucides le soir, ça fait grossir». Enfin voilà des trucs que tu entends dans les salles de fitness alors que c'est catastrophe et donc ouais, donc voilà et puis il y a vraiment ce truc où j'adore le cardio, je pouvais en faire mais des heures. Je me rappelle, avec mes amis, c'était, je fais le cours de body attack, après j'enchaîne avec le body pump, puis après je vais faire le RPM. Donc ça fait 3 heures d'affilée. Bien Et tu évidemment prenais zéro carb, non, 0 alimentation pendant ça? non, OK. catastrophe. Voilà. Et OK et tu t'es jamais blessé? Oh si. Si, si, si. J'ai eu, alors à cette période-là surtout, j'ai eu des périostites à répétition forcément parce que body attack on fait, j'en faisais 7 par semaine et on fait que sautiller sur place pendant 1 heure, plus je courais un petit peu à côté. J'ai eu qu'est-ce que j'ai eu? Tendinite du moyen fessier, j'ai eu fracture de fatigue du 2e métatarsien, ça aussi parce que j'avais trop de sauts. Heu, j'ai eu aponévrosite, pareil, trop de sauts. Enfin voilà, Mmh. trop de voilà. OK. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience déjà que c'était trop et qu'est-ce qui t'a fait changer? Mon copain, franchement pour le coup, je pense que c'est lui. Alors il parle avec ses mots à lui qui sont très durs, mais du coup, et puis même moi en étant dans la santé, en fait, je me suis dit: «Mais si je veux si j'aime tant le sport et tant l'entraînement, le cardio, le machin, si je veux durer et en faire toute ma vie, il va falloir que je ralentisse parce que je tiendrai jamais». Parce qu'il faut savoir que dans ces 20 heures, forcément, il y avait jamais de journée de récup. Il y avait jamais un jour off, c'était tous les jours, entre 2 et 3 heures par jour. Ouais, OK, OK, OK. Hem et ça vient d'où? C'était un souhait d'avoir le corps, parfait? C'était un truc à oublier? En plus, le corps parfait, non, parce que du coup, j'étais très, très fine, Mmh. mais pas du tout musclée, donc c'était juste ça faisait maigre, donc non, c'était je pense que oui, je devais pas être bien dans ma peau à ce moment-là et que le sport, c'était, un moment où, j'y vais, je réfléchis plus, je suis avec mes amis et puis voilà, je me entre guillemets, c'est terrible à dire, mais je me défonce au sport, voilà. Mmh. Aujourd'hui, tu fais beaucoup attention, à ça? Aux heures d'entraînement? Ouais, aux heures d'entraînement, à comment tu vas t'alimenter, à ton rapport au corps, tu vois? Est-ce que c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, tu es plus apaisé avec ça? Ah oui. Comment tu le gères un peu aujourd'hui? Ah oui, là, je peux clairement dire que je suis bien plus apaisée. Pour la petite histoire, ça fait, 2-3 semaines qu'avec mon copain, on s'envoie des pots de glace Ben& Jerry's. Donc pour ça, il y a pas de problème, je suis bien apaisée, par rapport au sport. Non, j'ai vraiment lâché prise. Alors je suis suivie par un diététicien. La glace ne fait pas partie du suivi, bien évidemment. Je me fais un petit plaisir, voilà. Mais donc non, j'ai le suivi avec lui pour avoir, la base. C'est lui qui m'a aussi bien réorientée sur parce que j'avais peur du coup, c'est bête, hein, mais quand j'ai arrêté, je me suis décidée à dire: «OK, j'arrête les conneries à faire trop d'heures de sport, je mange correctement». Mais après c'est
«Ah, je vais grossir et machin et qu'est-ce qui va se passer?» Et en fait, il a été hyper bienveillant. Il m'a aidée là-dessus à reprendre progressivement une alimentation normale, sans me frustrer, sans m'inquiéter non plus, sans enfin voilà, pour que ce soit facile. Tu passé par la phase où tu pesais, tous tes aliments? Non, Non, non? non, non. Je me pesais moi tous les jours, ça j'ai eu cette phase, mais j'ai jamais eu la phase où non, je pèse pas les aliments. Non, parce que ça me OK. Tu te pesais, pesais pourquoi? Le but, c'était de baisser toujours plus? C'était de t'assurer que tu dépassais pas un certain seuil? c'est ça, c'était tous les jours, il fallait que je sois à 50 kilos et il faut pas qu'1 gramme de plus, quoi. Waouh, OK. C'est indiscret de te demander ton poids aujourd'hui? 57. OK. Bah, merci de partager ça, tu vois? Je pense que déjà dans le sport de haut niveau, dans le sport de manière générale et peut-être un petit peu plus dans le sport féminin et encore c'est quand même, je vois quand même beaucoup de garçons qui ont ça aussi, tu vois le rapport au corps, le rapport à l'alimentation, le rapport au poids, c'est quand même, hyper fréquent et peu osent en parler, tu vois? Avec, autant de détachement que toi donc merci pour ce témoignage et de montrer, tu vois, à quel point on peut évoluer, tu vois? Tu dirais quoi, imaginons tu rencontres enfin, i tu dirais quoi à la Rebecca de l'époque, tu vois? Pour la sortir un petit peu de ça, c'était quoi les mots qui ont bien marché, avec toi ou ce qui a permis d'enclencher, on va dire un apaisement? Alors les mots de mon copain, je pourrais pas les répéter parce que c'est vraiment trop hard. Attention, il Ah m'a ouais? pas dit ah ouais, ouais, non mais enfin, je pense que c'était le seul qui pouvait me faire avoir un électrochoc parce que du coup, quand je venais manger chez les gens, je venais avec, mes trucs et c'était hors de question de me faire manger autre chose et donc c'est lui qui un jour, je me rappelle, bon je vais te raconter quand même, on est à table, c'était un dimanche après-midi donc lui donnait les cours et moi je faisais tous ses cours. Donc, on a fait le matin, j'avais fait le cours de, RPM, le cross training et en fait, on rentrait manger puisque l'après-midi, je faisais le body attack, le body pump et le body jam, donc 5 heures sur la journée. Ouais, c'est beaucoup trop. Non, non, excuse-moi, je rigole, mais c'est ultra bienveillant. Je j'ai fait des enchaînements de body attack, body pump, body combat, tu vois? Mais déjà en enchaîner 2, c'est méga costaud. Hem, heu, mais alors 5 dans la journée, franchement, waouh! Ouais, faut vraiment être débile, tu peux le dire. Non, 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 je dis pas je dis pas ça, je dis pas ça. Mais par contre, je suis intimement convaincu que c'est un des meilleurs entraînements possibles pour Aerox, hein. Les gens qui ont fait des burpees, de tout ça, ils sont Bah, costauds. OK. l'endurance musculaire, en fait. L'endurance, que ça soit avec le body pump, la chanson des squats, la chanson des fentes, tout, en fait, c'est l'endurance dans les jambes, c'est puis vu que je passais mon temps à sautiller et les cours de RPM, j'en parle même pas, j'en faisais 7 aussi par semaine, donc l'endurance, le lactate, la brûlure dans les cuisses. Par exemple, quand souvent les gens me disaient: «Ah, les fentes, c'est dur». Les fentes, je sens jamais mes jambes qui brûlent. Vraiment, je sens pas mes jambes, ça brûle pas. Non, mais c'est vrai. Les fentes, c'est juste que je suis nulle. Mais ça brûle pas. Mais du coup, donc ce fameux jour où on est à table, j'étais en train de manger, une pomme avec, de la salade et du blanc de poulet et là, il bug comme ça sur mon assiette et il me dit: «Non mais non Reb, ça suffit maintenant en fait, tu peux pas continuer comme ça, enfin, tu es en train de te flinguer et puis si enfin, tu vas te détruire, il va t'arriver des trucs, si un jour tu veux, tomber enceinte ou autre, ça marchera pas. Enfin voilà, réveille-toi, mais fais quelque chose, tu fais n'importe quoi, on dirait une Mongole». Et donc avec oui, oui, avec des mots, voilà et donc du coup, ce jour-là, je me rappelle, j'ai pleuré, j'ai arrêté de manger, j'étais, complètement déstabilisée et du coup, je me suis dit je suis pas on est parti au sport. J'ai fait mes 3 heures, voilà et après je me suis dit: «OK, ça va changer parce qu'il a raison, parce que je fais n'importe quoi, parce que je suis en train de même détruire les gens autour de moi», parce que tout le monde était inquiet de me voir aussi maigre, parce que du coup, là, souvent les gens me disent: «Ah, tu es très sèche». Et là, il faut me retirer 7 kilos donc il reste pas beaucoup. Mmh. Et du coup, je faisais de la peine autour de moi, les gens qui étaient proches,
et je me suis dit: «Je peux pas continuer à faire ça pour moi, pour les autres», donc du coup, voilà, c'est comme ça que je me suis dit: «J'arrête les bêtises». Donc j'ai ralenti le sport et j'ai commencé à manger. Alors un peu n'importe comment, et puis après j'ai rencontré, Théo, le nutritionniste, là, diététicien qui s'occupe de moi maintenant. OK, OK, OK. Et quand tu l'avais déjà quand tu t'es lancé dans Aerox? Tu bossais déjà avec lui? Oui, en fait, quand j'ai rencontré Théo, c'était avant l'Aerox, et là aussi où ils m'aident beaucoup, c'est, la préparation avant la course, t tout ce qu'il faut faire, pas faire, voilà, enfin, tout est j'ai confiance à 100 pour cent. Ça, OK, OK, OK. Parce que, enfin, après bon, tu as senti une différence, en fait, entre le suivi qu'il avait avec toi quand tu avais pas spécialement des objectifs sportifs et quand tu t'es mis à avoir des objectifs sportifs, tu vois? Où effectivement des semaines d'affûtage, tu as des moments où tu des semaines aussi de déload. Ouais, tu as senti une différence un peu dans le suivi, ah oui. avec toi? Bah, oui, parce qu'en fait, au tout début, le but, c'était déjà assez bête, hein. C'était juste manger déjà, manger plus. Mmh. Donc, déjà dans le début du suivi, ça a été ça, et vraiment Théo, c'est quelqu'un de bienveillant, de patient. Il m'a pas du tout dit, «OK Reb, on Mmh. passe de 2 ou 3 repas par jour à 6». Je vais dire: Non, en fait, non». Donc il l'a fait très progressivement en me disant: «Bon Reb, il va falloir vraiment augmenter, t ton apport, quotidien, il va falloir manger plus de glucides, ça fait partie du sport». Il m'a tout expliqué aussi scientifiquement, parce que j'ai besoin aussi toujours de comprendre. Donc il m'a tout expliqué pour que ça soit aussi plus facile à intégrer. Enfin vraiment, il a pris le temps, et puis après quand, j'ai commencé, je me rappelle ma première course Aerox, j'avais dit: «Ah Théo, qu'est-ce que tu me conseilles de manger avant la course?» Ça on n'avait pas f et puis il m'avait dit: «Bah attends, je vais t'envoyer un plan et tu le suis», et j'ai dit: «OK», et puis voilà. OK, OK, OK. Hem et derrière tout est rentré en ordre, petit à petit, quoi. C'est ça. OK. Hem, Aujourd'hui, tu t'alimentes beaucoup pendant que tu t'entraînes? Pendant que je m'entraîne, j'ai toujours un peu de mal, mais j'ai toujours, avec moi, une briquette de jus de raisin, une compote de pommes, mes barres protéinées. Voilà, si j'ai une petite faim, j'ai en fait, le truc, c'est que je ressens pas la faim, donc c'est ça qui est dur, parce que Théo m'a toujours dit: «N'attends Ah pas ouais? d'avoir faim, parce que si tu as faim, c'est que déjà, c'est un peu tard». Donc essaie de refaire le plein, souvent pour continuer à garder l'énergie qui est vraiment là et qui baisse pas, voilà, pas qu'il y ait trop des variations. OK, OK, OK. Ouais, tu pas essayé dans des boissons, par exemple, de te rajouter, même un peu de miel ou des produits, quoi, tout simplement, Non, pour ça, j'avoue que la seule chose que j'aime vraiment, c'est je bois que de l'eau, même au quotidien. Quand on sort, à l'extérieur, je ne bois que de l'eau. J'aime que l'eau, en fait, et les Nocco-pommes, j'avoue. C'est les 2 trucs préférés. Donc du coup, et non, j'arrive c'est je sais pas, ça me en fait, pendant l'entraînement, si j'ai soif, j'ai vraiment envie de boire que de l'eau. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Je vois très bien. Hem, Là, j'ai découvert une marque, qui s'appelle Pyrène. Ils font des gels qui se diluent dans l'eau et c'est des gels sans parfum. Alors ça quand tu le prends direct, c'est un peu le goût de berlingot, OK. mais dans l'eau, tu vois, dans l'eau, ça fait une eau sucrée, tu vois, qui est ça va, tu vois? Il y a pas le goût chimique, en fait. Tu as juste vraiment le sucre. Hem, c'est essentiellement de l'amidon de maïs, je crois, d'ailleurs. Hem Avec autre chose et c'est plutôt bien, enfin, c'est une marque de triathlète, hein et d'ultra trailer, quoi, donc c'est plutôt quali. Hem, mais non et je te pose la question parce que là, j'ai fait un DEXA scan, il y a pas si longtemps et moi, alors je pense que le truc bug, je pense que le truc a buggé, mais il m'a annoncé 7,5 de masse grasse, tu vois? Et je me suis Waouh! dit: «C'est pas possible. Franchement, C'est c'est pas très, très, possible». très, très sec. Bah, ouais, 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 franchement, bon, il y a quelques photos de moi à torse nu qui se baladent à droite à gauche et je pense pas que je fais 7,5. 7,5 pour moi, c'est les bodybuilders en fin de sèche, quoi, Ouais, oh, c'est très, très sec, hein, 7,5. ouais, donc bon, bref, en tout cas et du coup, j'ai refait le DEXA-scan et le DEXA-scan, il m'a refait un 7,5 donc je me suis dit je me demande: «Est-ce que cette, technologie est vraiment fiable?» Beaucoup de gens me disent: «Oui, c'est la plus fiable, machin, pour les taux de graisse et tout». Moi, quand j'utilise la pince pour voir mon taux de masse grasse, je suis pas du tout là-dessus. Mais du coup, la bouffe est en train de devenir un sujet pour moi, tu vois? D'accord.
Hem, Bah, de toute je façon, commence à me je commence à me peser, à vouloir perdre du poids et tout, quoi. après, il faut faire attention que ça devienne pas, parce qu'on peut vite basculer dans le côté obsessionnel, hein. Sur ça, faut faire Ouais, attention. Mais après, si tu es bien dans ta tête, normalement, il y a pas de problème. Mais c'est sûr que l'alimentation, c'est et moi, je me suis vraiment rendu compte grâce à Théo, l'alimentation, c'est hyper important, bah, ne serait-ce que pour être bien au quotidien, bien dans le sport et puis pour performer aussi, il faut être bien alimenté. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Hem, bon, en tout cas, hyper intéressant. Hem, Plus jeune, tu faisais du sport, toi? Avant ces 20 heures de fitness là? Il y avait un petit passé, sportif, ou pas du tout? Oui, je faisais beaucoup de alors mon copain dirait: C'est pas du sport», mais j'ai fait beaucoup de danse, OK, quel type? voilà. Alors j'ai commencé le classique, mais c'était, je suis à mourir et j'ai fait après modern jazz et ensuite j'ai fait du dancehall. Donc ça, je sais que ça peut paraître bête, mais du coup je sais pas si tu vois ce que c'est comme danse, mais c'est une danse sur laquelle on a les jambes toujours fléchies, voilà. Mmh, Donc du OK. coup, j'en faisais beaucoup, de la salsa, enfin voilà. Donc j'ai fait, ça jusqu'à mes 22 ans, en plus du fitness. OK, OK. Ça, c'est marrant, en fait, tu sais, c'est pour ça que j'adore l'Aerox, c'est parce que les gens ont des passés sportifs, tellement différents les uns des autres et finalement, on se retrouve tous, tu vois? Ouais, Donc c'est OK, hyper drôle. Bon, tu te diras pas si jamais on croise ma compagne, tu te diras pas que la danse classique, c'est chiant. d'accord, Tu OK. diras: «Ah, moi aussi, j'en ai fait». C'est Ah, un peu j'adore ça. ça. Parce qu'elle s'est mise le défi d'aller 80 fois à la danse cette année. Ce qui OK. fait grosso modo, hors vacances scolaires, d'y aller 2 fois par semaine. Hem Et c'est déjà pour elle le plus gros objectif sportif de toute sa vie, tu vois? Donc heu, Ah, c'est chouette, c'est top. mmh. Ouais, ouais, non, c'est un bon truc De se et fixer des objectifs, c'est bien, ça permet d'avancer tout simplement, c'est ce qu'il faut. bah, ouais, on a un grand tableau avec écrit, 80. Hem, Trop bien et est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as découvert Aerox? Oui, c'est sur, les réseaux sociaux avec, Holly Marchand, je crois. Je sais plus si c'était Holly Marchand ou Jessica Vetter, l'un des 2. En fait, je les suivais tous les 2. Oli Marchand parce que j'aimais bien ses entraînements, il mettait toujours des trucs cardio, donc du coup forcément je regardais un petit peu Ouais. et Jessica Vetter aussi parce qu'elle partageait ses contenus et du coup, j'ai vu qu'elle a je sais plus par c'est l'un des 2, et du coup je me suis dit: «Tiens, c'est quoi ça l'Aerox?» J'ai regardé et là je me suis dit: «Mais c'est pas vrai, il y a une justice, il y a un truc genre CrossFit avec, les mouvements, de certains mouvements de CrossFit avec de la course à pied et il y a pas de snatch, il y a pas de clean and jerk, il y a pas de handstand walk, HSPU et compagnie, tous les trucs géniaux et du coup, je me suis dit: «Mais c'est trop bien» et donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. OK, OK et ta première course, c'était laquelle? Alors première course, c'était à Valence, avec un copain, on a mis 1h02 pour notre première course en team. En duo? Déjà, c'est pas mal, hein, pour un premier duo, en C'était mix, en c'est costaud, hein? c'était en octobre 2023 et un mois après, il y a Paris, de toute Ouais. première course à Paris. Et là, je me suis dit: «Ah, j'y vais toute seule» et je me rappelle, j'avais dit à mon copain: «J'y vais, mais j'y vais pour gagner» et il m'avait dit: «Oh, tu rêves, tu redescends, tu sais pas, tu vas les faire toute seule» et j'ai dit: «Si, j'y vais, je veux gagner, je vais gagner, d'accord?» Déterminée comme jamais et donc je fais ma première course. Alors, là-dessus, j'étais un peu nulle sur le truc, mais je sais pas si tu avais fait Paris? La toute première, ouais, Ouais. j'ai abandonné, j'étais tombé malade. Oh mer encore? Merde! Ah, je te dis, chez moi, c'est un running gag. C'est un truc D'accord. de fou. Mais bon, bref, ouais, 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 bien sûr, OK, je me souviens très bien pourquoi. C'était Et en fait, c'est parce que tu avais le in et le ouais, out qui étaient très loin et en fait, on arrive au ski, je fais le ski et comme une gogole, je ressors du ski, je vais dans le in pour ressortir. Donc je fais ma course, je me challenge avec une autre fille, une anglaise, on se tire à bourre tout le truc, je suis devant, à la fin, elle me rattrape sur la wall ball, elle fait ses wall ball unbroken, elle me met, 30 secondes et je vais la checker et je lui dis: «Tu as quel âge?» et elle me dit: «J'ai 25 ans» et je lui dis: «Oh, belle affaire». Moi, j'en ai, 33 à ce moment-là, 34, je sais plus, 34
Mmh. Et en fait, du coup, je finis première de ma catégorie d'âge et mes 5 minutes de pénalité aussi, parce que du coup, ça fait, et c'est pour ça qu'au début, je comprends pas. Je dis: «Mais je comprends pas, on met 1 heure si je mets 1h06:30 parce que j'ai couru en même temps qu'elle. Elle met 1h06 et moi 1h06:30 et je vois la pénalité sur le truc et en fait, ils m'ont expliqué que, ils ont regardé par rapport à la puce, que je me suis trompée de OK. Donc au au final, tu 2e rang fais une 11 au final, c'est ça? avec la pénalité, ouais, OK et là, tu te qualifies quand même aux championnats du monde? ouais, direct. C'est beau, c'est beau ça. Heu, Ça n'existe plus, hein, pour les gens qui n'ont pas connu cette époque. Il y a eu une époque où les gens très doués comme Rebecca, dont Rebecca fait partie, qui faisaient, 1 faute, 2 fautes, 3 fautes, qui cumulaient les minutes de pénalité, mais qui arrivaient quand même à se qualifier. C'est beau, c'est beau. Hem, donc ouais, donc piqué au vif, dès tes premières courses et à te et tu prise au jeu très, très rapidement là. Ouais, c'est ça et en fait, du coup, après toute la saison 2023-2024, enfin toute la saison, parce que du coup, j'ai pas fait beaucoup de courses. J'ai fait donc Paris, après j'en ai fait une avec, une très bonne amie à moi, on a fait, Maastricht à 2, on se qualifie toutes les 2, OK. voilà et du coup, je lui ai dit: «Écoute, je suis déjà qualifiée seule, je me vois pas faire les 2 courses», comme c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai jamais doublé sur un week-end. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu pouvais changer. Donc, c'est une de mes amies qui a pris ma place pour pouvoir qu'elle puisse aller au championnat du monde quand même. OK. À ce moment-là, tu pouvais encore le faire. Maintenant, tu peux plus le faire. Et après, je fais avec un coach de la salle. Pareil, à Bordeaux, on finit aussi premier de notre catégorie d'âge. Donc, on se qualifie une troisième fois donc en double mixte. Et donc là, c'est pareil. De toute façon, lui, il m'a dit non, je ne veux plus le faire avec toi. Et donc, du coup, j'arrive au championnat du monde et j'ai jamais fait de solo pro. Voilà. OK. Bah, comme beaucoup, hein, j'ai l'impression, hein. Au le Cette année-là, j'ai l'impression que c'était plusieurs personnes se sont qualifiées enfin, beaucoup de personnes se sont qualifiées en open et sont basculées en pro. Mais attends, du coup, excuse-moi, parce qu'il y a un truc qui m'a tiqué, c'est qu'à l'époque, tu pouvais changer de partenaire pour les championnats du monde, c'est ça? Ouais, Donc si tu en avais maintenant donc si tu te qualifiais avec ta paire, mais que ta paire peut pas venir, tu pouvais dire: «Ah ben moi je suis qualifié donc j'aimerais inviter quelqu'un d'autre», c'est ça? c'est ça. C'est ce OK qu'on a et fait du coup. ça c'est plus du tout possible? Non, non, parce que même là, tu vois, à Chicago, donc, dans mes 2 amies étaient qualifiées pour la d'ailleurs, celle qui a pris ma place, à Nice avec mon autre amie, c'est un trio, on est vraiment très, très amies toutes les 3. Elle s'est qualifiée à Chicago avec un autre binôme et c'est elle qui s'est blessée et du OK. coup, vu qu'elle s'est blessée sur place, on a été voir l'Irox en disant: «Bah, on vient de France, on est à Chicago, et laissez-nous juste courir» et puis, ils nous ont dit: «OK, mais votre temps n'apparaîtra pas». Donc, du coup, on a fait la Ah ouais. course, voilà. OK, d'accord, OK. Mais bon, vous aviez tenté parce que vous pensiez que ça fonctionnait, quoi? Bah, c'est en vrai, c'était même juste pour elle, pour qu'elle puisse vivre l'expérience. Je me doutais bien qu'ils nous classeraient pas, hein, donc, on a fait notre course. On était contente. Elle a fait sa course, à Chicago, championnat du monde, mais c'est comme si on n'avait jamais rien fait, quoi. OK, OK, OK. Hem, mais le temps, j'ai l'impression que le temps est enregistré quand même sur les Ah sites ouais? de résultats. Attends. Parce que je crois pas, hein. On avait mis 1h01 et je pense pas qu'il Ah ait non, effectivement, effectivement, il y a ton temps au championnat du monde, mais il y a pas ce temps en duo. Hem, OK, OK, OK. Hem, à côté de ça, dans la vie, tu es podologue, c'est ça? exactement, spécialisé dans le sport, du OK, donc tu as pas le droit de te blesser, en fait? Pas périostite, heu, aponévrosite. aponévrosite, TFL, tout ça, chez toi, ça doit pas exister? Normalement. Non, OK. ouais, voilà. Tu as des semelles pour toi? Je m'en suis fait récemment, ouais. Parce que du coup, il y a un autre truc qui m'embêtait un petit peu là ces derniers temps et c'est une amie rhumato qui m'a dit: «Ah, tu devrais te faire des semelles». Donc, je m'en fais ponctuellement quand, par exemple, si j'ai vu que j'ai eu mon aponévrosite, là, je m'étais fait des semelles, ça m'a bien soulagée en plus de mes petits exercices de renfo et de les massages que je pouvais faire et là, j'en ai refait, mais je les mets c'est vraiment pour moi les semelles, c'est pas un si on peut ne pas les mettre à vie, c'est mieux, ça doit vraiment être utilisé comme un traitement. OK.
OK, Voilà. ouais, pendant une petite période pour rééduquer un peu le pied, le rééquilibrer, j'imagine. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, avant que je fasse de l'Aerox, moi je courais avec plutôt des baskets type minimaliste. OK. J'ai même fait mes 2 premiers Aerox avec des nanos de CrossFit. Donc, la semelle elle est Ah ouais? ouais, Mais c'est elle pas du tout des chaussures pour courir ça? non, mais moi je courais qu'avec ça en fait. J'avais l'habitude de courir avec ça donc, j'ai couru avec ça et en fait C'est c'est hyper plat, non? c'est très plat, oui. Ouais. C'est très, très plat, il y a pas du tout d'amorti mais, quand tu as l'habitude alors attention, hein, je dirais pas aux gens, aller courir à pieds nus alors que vous avez l'habitude d'avoir des maximalistes aux pieds, des baskets maximalistes. Mais pour le coup, je trouve que ça permet de renforcer le pied, on améliore sa technique de course. Alors je dis ça, je cours toujours comme Phoebe dans Friends avec les genoux qui font mais Tu dur avec toi-même. mais du coup, non, mais pour le coup, je me rappelle que, quand j'ai repris la course à pied il y a plusieurs années, mon copain me disait: «Mais c'est on t'entend arriver à des kilomètres, c'était bam, bam, bam», je talonnais vraiment très, très fort et puis, j'avais mal aux genoux, je pouvais avoir des fois un peu mal aux genoux et je me suis dit: «Ah, je suis sûre que c'est mes baskets, il y avait trop d'amorti» et c'est pour ça que je suis passée sur des je me suis dit: «Bah, je vais m'entraîner avec mes baskets de CrossFit», donc les Nano, pas les Metcon. Les Metcon, j'aime pas du tout la talonnette, désolée Mmh. pour Nike, mais du coup les Nano, j'aimais bien parce qu'elles étaient très fines et j'ai progressivement augmenté le volume de course, très, très progressivement, un petit peu tous les jours pour que mon pied s'habitue et je me suis pas blessée grâce à ça. Je n'ai plus jamais eu mal aux genoux, mais les OK. douleurs de genoux, c'est un truc que je ne connais pas. Donc ça, je suis contente et je suis certaine que c'est grâce aussi au fait d'avoir appris à parce que c'est difficile après, tu sais, de modifier sa technique de course. Il y a travailler sur la fréquence de pas, il y a plein d'exercices à faire, mais c'est vraiment pas évident et courir pieds nus ou avec des minimalistes, ça peut aider, mais il faut encore une fois, il faut le faire très, très, très progressivement. J'insiste bien là-dessus, on fait pas ça comme ça du jour au lendemain, quoi. Ouais, bien sûr, bah, tu fais bien de le dire, et comme c'est un mouvement qui est tellement ancré, le moindre petit mouvement peut créer des gros déséquilibres, quoi. Donc, c'est sûr qu'il faut y aller avec prudence et modération. Je serais curieux d'avoir ton avis, alors tu vois, peut-être que tu peux recentrer sur quel est le rôle du podologue et où est-ce que tu peux intervenir, mais hem, tu vois, j'ai l'impression que le Aerox, avec les exercices et les stations, ça, fait intervenir énormément, hem, les mollets, Ouais, les muscles autour des chevilles et les muscles du tibia, tu vois? ouais. J'ai l'impression que c'est super sollicité parce que, bah, sur le ski, tu peux avoir tendance un peu à te mettre sur la pointe des pieds pour aller chercher un petit peu plus haut et donc tu les mobilises. Les sleds, bah, forcément, là, on voit très clairement que, tes mollets sont sursollicités et enfin, sont hyper étendus et qu'à l'inverse, tes tibias sont hyper contractés. Au Broad jump. au pool, c'est pareil, tu pars un peu en arrière. Au burpee broad jump, c'est là où c'est le plus sollicité. Même les farmers qui arrivent, finalement, en fait, il faut de la stabilité dans les Ouais, pieds, les dans les fentes. ouais, sur les fentes aussi. Hem, est-ce que, de ton observation, ça moi, j'ai l'impression que ça peut développer plus de pathologies, tu vois, sur les coureurs et qu'il faut vraiment se méfier des petites débuts de périostite, des petits débuts de contracture au mollet, au tibia, qu'il faut tout de suite le faire attention parce que j'ai l'impression que ça peut vite dégénérer, en fait. Ah bah ça, c'est sûr. De toute façon, de manière générale, si on commence à avoir des petites tensions, des petites douleurs, faut vraiment écouter son corps. C'est des signaux qui sont envoyés pour dire, «Il y a un petit truc qui fonctionne pas bien» et si on n'y prête pas attention en disant: «Ça va passer», c'est la catastrophe et Mmh. effectivement, c'est quand même très exigeant donc dans le renfort, il faut renforcer les mollets, il faut faire du travail de proprioception, de stabilité. Il faut bien sûr aussi renforcer, muscler son pied. Il y a plein d'exercices à faire, mais la base pour muscler son pied, c'est même de marcher pieds nus. C'est bête, hein, mais c'est ce qu'il y a de plus simple à faire Sans pour chaussettes. sans chaussettes ou à pied de chaussette. Bon après la chaussette, c'est vraiment pas rigide, donc c'est pas gênant, mais pas de maintien au niveau du pied et puis, voilà. Parce que du coup, c'est ce que j'explique aussi à mes patients. Si la base, le socle est stable, donc le pied, s'il y a pas de vraiment d'instabilité à ce niveau-là, sur les étages supérieurs, ça va pas se répercuter, que ça soit au niveau du genou ou de la hanche. Il y a pas de problème. Il peut pas y avoir il peut pas y avoir en tout cas, ça viendra pas du pied ou de la cheville. OK. Hem
Si, imaginons, j'ai envie d'y consacrer 10 minutes par jour, tu vois? En prévention. Moi, j'ai eu des débuts de périostite, avant avec d'autres paires de chaussures et d'ailleurs depuis que je suis passé sur, mes paires, Puma et Brooks, c'est jamais revenu. Aussi parce que j'ai augmenté ma cadence de pas et je pense que c'était quand même très, très utile. Avant, je passais beaucoup en force. Mais imaginons, tu vois, dans un but de prévention, en 10 minutes par jour, j'ai envie de remuscler mon pied, de remuscler ma cheville. Est-ce que tu as 3-4 exos que tu peux me, mmh, me recommander, là, que je peux tester là pendant le prochain trimestre pour, en prévention de ce type de blessure? Alors du coup, je te dirais en numéro un, marcher pieds nus, comme je te OK, disais, ça c'est ouais, le numéro un, c'est la ça c'est base. bon. Après ça peut être pour travailler la proprioception, je vais te donner des exercices simples que je donne, aux enfants, parce que du coup, si je donne des choses trop compliquées, après on les fait pas, faut que ça rentre dans le quotidien. Donc deuxième chose, se brosser les dents en appui sur un pied. Du coup, OK, voilà, c'est un truc bête, hein, mais donc si tu es en appui sur ton pied et que tu es en mouvement, ça crée l'instabilité. Heu, 3e mouvement que je recommande, c'est pareil, je mets mes chaussettes, en étant en appui sur un pied, donc soit j'attrape ma chaussette avec mes orteils, donc je fais le travail de grippe, hop, je lève la jambe, je mets ma chaussette toujours en appui, soit je fais comme un soulevé de terre sur une jambe pour attraper ma chaussette, je me redresse et là, c'est le fait d'être aussi en mouvement, ça crée encore toujours un peu plus d'instabilité. Et après, des exercices avec les orteils, quand tu es dans ton lit, j'essaie d'écarter les orteils au maximum. Si tu es, debout, j'essaie de décoller que le gros orteil, puis les autres, voilà. Vraiment, ça, c'est les petits exercices que je donnerais à faire. Agripper une serviette avec les pieds, voilà. trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup parce qu'effectivement, c'est hyper simple. Heu je me suis observé moi-même en train d'essayer d'écarter mes pieds là. Et si vous qui nous écoutez, vous avez aussi essayé de le faire discrètement, et ben, vous pouvez faire 2 choses. Déjà envoyer un petit message pour remercier Rebecca. Je mettrai le lien de ton compte Instagram si tu m'autorises, Ça marche. pour que les gens puissent te remercier et pensez à vous abonner, et à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts et à vous abonner sur YouTube. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire. Hem, Si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez commenter doigt de pied, voilà. Voilà. Comme ça les gens le sauront. OK, trop bien, trop bien. Donc hyper simple, et déjà, ouais, si je fais ça 5-10 minutes par jour, du coup, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps et là, je peux me prévenir de beaucoup de blessures, quoi. Oui, après tout dépend aussi, parce que par exemple, la périostite, ça peut venir aussi d'une faiblesse dans le mollet. Donc, souvent c'est s'il y a on peut avoir une blessure parce que les muscles antagonistes sont aussi trop faibles. Donc au niveau du tibial antérieur, ça travaille trop et au niveau des releveurs, donc c'est parce que peut-être il y a une faiblesse au niveau du tibial postérieur. Enfin bon, bref, je pars un petit peu dans mes trucs, Vas-y, vas-y, bien sûr. mais du coup, en fait, ça peut venir de plein de choses, mais ça peut aider en partie à prévenir d'éventuelles blessures, voilà. Et Top. après, bien masser son pied. Moi, j'ai une balle de massage, je me masse la voûte plantaire. Voilà, ça Mmh. fait du bien. Ouais. Ouais, ça, je trouve que ça marche vachement bien aussi quand on a les chevilles un peu raides. Tu vois, le matin, je sais que je me levais souvent après des gros entraînements aérox avec, du compromise running et tout. Ça m'arrivait régulièrement de me lever le matin et ouais, d'avoir toute la cheville un peu verrouillée, tu vois? Et je me sentais vieillir, tu vois? Vraiment. Là, je me suis dit: «C'est bon, c'est le début de l'arthrose, je suis fini». Heu et en fait, ouais, j'ai commencé à masser le bas des mollets, me masser un peu le tibia et me masser la voûte plantaire et depuis ça je me lève avec les chevilles beaucoup moins raides. Il faut continuer, c'est bien. La Ouais, mobilité au niveau de la cheville, au niveau de la hanche, voilà. OK. C'est quoi toi ta petite routine un peu, au niveau du pied, de la cheville et justement t'as d'autres petits exercices que tu fais toi en plus? Non. En fait, moi, je suis tout le temps si je suis pas, je suis tout le temps pieds nus. Donc Même à ton cabinet? non. Non, non, pas au travail. Non, non, mais dès que je peux être pieds nus, je suis pieds nus. Donc il y a pas de choses en particulier. Puis je peux pas te montrer là, je vais pas montrer aux gens aussi, mais mes pieds, j'arrive à les bouger dans tous les sens. Je me suis tellement entraînée sur ça que, les pieds, il y a OK. pas de problème. Du coup, tu as le pied super stable et Ouais. quand tu cours, tu absorbes l'impact, hyper bien, quoi. Parce qu'en fait, du coup, quand, je suis arrivée à l'Aerox, 1re Aerox, je vois, ils ont tous des baskets de running, 2e Aerox pareil, les fameuses Puma du coup et je suis curieuse, hein, donc je me dis: «Bon».
est-ce que j'essayerais pas? Et du coup, il a fallu aussi, dans l'autre sens, que je m'habitue de courir très à plat, puis passer au Puma, puis après, trouver, est-ce que la basket me convient pour la stabilité? Puisque ça crée une petite instabilité vu qu'il y a de la mousse et au final, j'en ai testé plusieurs de différentes marques et je trouve qu'avec la Puma, c'est là où je suis le plus stable sur les fentes, les wall balls, voilà. OK. Modèle Elite ou modèle, le modèle, normal? Le modèle, Deviate Nitro 3, c'est celle avec lesquelles je suis plus stable, mais pour la course, pour le jour de course, je prends les Elite, un tout petit peu moins stable, mais, en tellement plus agréable pour la course à pied. Ouais, elles ont plus de renvoi, hein. Franchement, Ah sur la ouais, course à pied, c'est du jour au lendemain. Par contre, c'est vrai que sur les virages un peu serrés, sur aussi les fentes, sur les farmer carry, moi aussi, je les trouve un peu instables. ouais. Hem, donc je suis assez d'accord avec toi, tu vois? Et enfin, donc le compromis est dur à trouver, mais là, je viens de recevoir le modèle 4, donc j'ai hâte de tester. Hem, hem, toi, tu vois d'autres blessures un peu spécifiques à l'aérox? Les ischios, Les ischio-jambiers? ouais, OK. je dirais ischio, genou, C'est quoi? heu, Ça va être des tendinites? Ça va être des ouais, tendinopathie, au niveau de l'ischio-jambier, bah, j'en ai eu une aussi, OK. au niveau de l'insertion, C'est à cause de proximale. quoi? Ben, la vitesse et puis une manque de renfo, à ce niveau-là. Donc, je faisais pas assez de renfo spécifique sur ça et après, puis j'ai les fessiers très faibles. Donc, du coup, après, c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, quand tu as un groupe musculaire qui est plus faible, il y a l'autre groupe qui va surtravailler. Donc, du coup, objectif, fessier d'acier. Et après je dirais le genou, je pense qu'il prend cher aussi à l'Aerox. Genou, donc et syndrome de l'essuie-glace, les périostites, tendinite du moyen fessier, il y en a beaucoup aussi. Enfin voilà. OK, 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 et tendinite, et du coup, sur quel mouvement que tu le sens? Ça va être sur les fentes? Sur les ischios, c'est sur les fentes que tu le sens le plus? Non, la Sur course à pied. Ah ouais, OK, OK, Ouais, directement et sur le moyen fessier, c'est sur quel, mouvement qu'on peut le sentir? pareil, je pense vraiment la course à pied surtout. OK, OK, d'accord. Ouais, OK. c'est vraiment des blessures qu'on retrouve souvent, enfin, dans mes patients qui courent, essuie-glace, moyen fessier, ischio, c'est des blessures que je retrouve de la course à pied, quoi. OK, OK, d'accord, OK. Bah, c'est vrai que j'entendais peut-être plus parler de l'essuie-glace, tu vois? Heu heu et plutôt des douleurs liées à la voûte plantaire, mais jamais tout enfin, j'avais pas spécialement eu de retour sur les ischios, mais j'entends. Hem, heu et ton avis sur les carbones d'ailleurs, toi qui donc tu cours avec, tu sais, j'entends beaucoup, il faut courir, enfin, on entend beaucoup qu'il faut courir à une certaine vitesse, que c'est nécessaire d'avoir une bonne technique de course, une bonne expérience avant de courir avec des carbones. Heu, c'est dans l'intérêt, tu vois, des marques de nous en vendre parce que ça coûte plus cher, ça s'use plus vite, c'est moins tu sais, voilà, c'est le la chaussure qui fait courir vite quoi, entre guillemets. Hem, est-ce que tu penses que toi, de ton point de vue, il y a un danger à courir avec une paire de carbone quand on n'a pas un très bon niveau? Bah, quand on n'a pas l'habitude de courir déjà, moi c'est vrai que mes patients, je leur dis: «Prenez des baskets, c'est pas les plus simples possibles avec le moins de matériaux techniques pour déjà» parce que pourquoi? Parce que déjà quand on commence à courir, on va pas courir, normalement on va pas courir 30 kilomètres sur sa semaine. On va faire progressivement 1 minute de course, 1 minute de marche pour que le corps ait le temps de créer les adaptations au niveau, des muscles, des tendons, au niveau des articulations, que ça on tolère la charge. Donc, il y a moins de risques de se blesser avec des baskets basiques, j'ai envie de dire. Et puis parce que plus il y a de matériaux techniques, plus, le corps est entre guillemets «assisté» et donc peut-être plus ça peut modifier un petit peu la, façon de courir. Donc, je dirais pour quelqu'un qui débute, plutôt partir sur des baskets simples et déjà le faire aussi, j'insiste, progressivement parce qu'avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, le nombre d'heures d'entraînement, il faut faire ci, il faut faire ça et ceci et cela, ça peut pousser les gens à se dire, «Ah bah, OK, bah, moi je cours que 30 minutes», ce qui est déjà très bien et je vais augmenter mon volume de course et là, c'est la blessure assurée donc,
Du coup, les plaques carbone, je sais pas s'il y a une vitesse limite, mais c'est sûr que c'est plus intéressant de les porter sur des séances de vitesse, de travail au seuil ou les réserver pour les jours de course. Après, pour ma part, moi, je me suis aussi entraînée à les mettre, pendant l'entraînement puisque comme je te disais, avant, je mettais des baskets de CrossFit, donc très, très plates et donc faire des fentes et des wall balls, avec, des running, C'est autre chose. c'est pas pareil. Donc il a fallu que moi aussi, mon corps s'adapte à ça et que j'arrive à me sentir, à retrouver mes marques pour que le jour de course, je sois pas déstabilisée. Mmh. Donc pour la plaque carbone, c'est, tranquille. Il faut vraiment tranquille, voilà et en plus, Ouais. je pense que si c'est pour la marque Puma, je crois qu'ils en font aussi d'autres, sans plaque carbone, voilà. Là, je crois que c'est la Velocity où il y a pas de plaque carbone. J'ai jamais essayé, donc je peux pas dire, je sais pas le ressenti, mais Ouais, la Magnify, la Velocity, elles sont sans plaque carbone et puis elles ressemblent malgré tout, elles ont les mêmes designs, en fait. Elles ont les mêmes designs et je trouve que c'est assez malin. ouais, C'est d'avoir une chaussure en 3 designs avec, une version élite, une version un peu plaque carbone mais intermédiaire et une version sans carbone. Comme ça, bah, si tu veux la chaussure de Rebecca, d'Alan Kao ou de je sais pas qui, Mevena, ben, tu peux avoir le même design sans que ça soit une paire qui coûte 250 € et qui soit pas non qui peut être un peu dangereux pour toi, quoi. c'est ça. Mmh. Hem OK, qu'est-ce qu'on peut, peut-être pour le terminer sur le sujet podologie, qu'est-ce qu'on peut demander à son podologue, sa podologue, c'est quoi le périmètre, en fait? Parce que moi, je me dis, tu sais, j'aime beaucoup la philosophie de se dire: «Bon, tout part du pied, c'est tout l'équilibre», donc s'il y a un déséquilibre du pied, bah, ça peut se ressentir dans le bassin, même dans le dos, et tu peux, je sais pas, développer une pathologie d'épaule, tu vois? À cause de ton déséquilibre au niveau des pieds. Hem, Quand est-ce qu'il faut aller voir un podologue? À partir de quel moment? Et où est-ce que un peu le périmètre, va s'arrêter? Alors, i pour le périmètre, c'est un peu délicat parce que du coup, par exemple, moi, j'ai fait une formation en plus en posturologie. Ouais, ouais, vraiment, encore en plus, ouais. Ouais et du coup, en fait, là-dessus, alors je suis pas orthoptiste, je me suis pas occlusodontiste spécialisée dans la mâchoire, je suis pas ORL pour, les vertiges et compagnie. Mais du coup, c'est des pistes sur lesquelles j'oriente mes patients. Par exemple, donc, si j'ai un patient qui vient en me disant: «Voilà, j'ai des lombalgies chroniques, j'ai constamment mal au dos». OK, donc moi, je vais checker au niveau de la posture des pieds. Je fais des petits testings musculaires pour voir si avec des cales, pour voir si j'ai une amélioration, au niveau de la posture, en leur expliquant que ça n'est bien qu'une compensation, ça ne corrige pas et qu'à côté de ça, il va falloir faire beaucoup de travail avec le kiné pour, voir si justement il n'y a pas des faiblesses musculaires ailleurs ou un manque de mobilité ou d'étirement et puis après je check un petit peu au niveau des yeux, je fais un ou 2 tests, vraiment pas grand chose, hein et après par exemple pour la mâchoire, je leur pose: «Est-ce que vous grincez des dents la nuit?» parce que le bruxisme, qu'on appelle donc c'est le fait de grincer des dents la nuit, a vraiment une influence sur les douleurs de dos. Donc du coup je les oriente, voilà, sur ça. Donc quand on OK. va voir son podologue, c'est souvent qu'il y a c'est souvent envoyé par le médecin parce qu'il a d'abord envoyé au kiné et que le kiné, au bout d'un moment, si des fois c'est un peu compliqué et ben, on dit: «Bah, on va checker les pieds». Les ostéos aussi nous envoient, les patients donc voilà, c'est vérifier qu'au niveau du pied, il y a rien en termes de position au niveau du pied qui pourrait influer sur le reste de la posture. Je vulgarise un peu le truc, mais voilà. Mais du coup, on regarde de tout. Enfin, moi, mes patients, ils sont, je regarde, quand je regarde, c'est de la tête, aux pieds, quoi. OK. Donc tu essayes de comprendre effectivement l'influence du pied sur tout l'équilibre, Exactement. derrière, Un osseux, t quoi. Pour t'expliquer un petit peu, imaginons que j'ai mes 2 pieds qui sont là, si j'en ai un des 2 qui s'affaisse plus vers l'intérieur, sur le la du côté de la jambe où mon pied s'affaisse plus vers l'intérieur, mon genou va être un peu plus en valgum, donc va fléchir un petit peu plus, enfin s'affaisser un peu plus vers l'intérieur. Donc mon bassin qui était là, il peut basculer un petit peu, ça peut créer une fausse jambe courte et ça se répercute sur les étages supérieurs. Mmh. OK. Bah, écoute, c'est hyper, intéressant. Moi, ça me fait penser que je devrais peut-être, m'y pencher parce que j'ai 10 12 ans de tennis à haut niveau et du coup, j'ai une jambe qui est beaucoup plus forte que l'autre, et je me sens pas très symétrique, tu vois? Au niveau du bassin, au niveau des épaules, au niveau du dos, donc peut-être que ça vient un petit peu de là, donc je
Ça peut être intéressant. Oui, ça pourrait être intéressant que j'aille voir effectivement. Après En on est tous asymétriques quand même. Oui, mais du coup, c'est pour ça, moi, je dis aux patients en gé et c'est je le fais pour moi, hein, ostéo 1 à 2 fois par an. Ça, c'est vraiment important et puis après, kiné, quand il y a des faiblesses, il faut le faire. Enfin, faiblesse ou accompagnement dans le sport. Par exemple, moi, je suis suivie aussi par un kiné 2 fois par semaine pour, m'aider dans la récup et tout ça. Et puis, je dirais aussi, bah, écouter son corps de manière générale et donc s'il y a des petits bobos, des trucs, il faut pas laisser traîner parce que généralement ça s'installe et après c'est chiant. Ouais, ouais, bien sûr. OK, bah, écoute, merci pour toutes ces recommandations. Hem, Aujourd'hui, je switch un petit peu de sujet, mais, heu, depuis les 20 heures de 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 Les Mills par semaine, aujourd'hui, ton entraînement, il ressemble à quoi? En termes de volume horaire et comment est-ce que ta semaine un peu elle est découpée? Alors, en moyenne, c'est 8 à 9 heures, pas OK. plus. Je vais pas faire plus, bah, parce qu'après il y a le travail à côté. Donc du coup, c'est vrai que alors donc je fais c'est comment dire? J'ai pas de jour prédéfini, ça c'est ça, ça c'est ça. C'est je fais aussi un peu au ressenti, c'est-à-dire que si un jour où je suis fatiguée et ben, je dis: «Tant pis, je me repose, je fais rien aujourd'hui». Voilà, tout simplement. Et je remets au lendemain ce que je dois faire, sans me culpabiliser non plus. Ouais. Voilà, et donc du coup, c'est 2 séances de coaching, en one to one avec, mon copain, où là, on fait beaucoup de renforcement musculaire, prévention des blessures. Il me torture bien comme il faut. Voilà, donc c'est vraiment de la musculation fonctionnelle. Alors je peux très bien faire des tractions, des dips, du bench, des fentes, du soulevé de terre, mais après plein de petits travails accessoires en prévention des blessures. Après, Vous faites plutôt vous le travaillez comment? Enfin, sur les mouvements un peu globaux, vous faites de la force un petit pure ou avec oui, ouais? ouais, ouais. OK. Oui, par exemple, la dernière fois, il fallait que je fasse, en EMOM, c'était, un bench press toutes les minutes à 90 de la charge, 85 ou 90, je sais plus, parce qu'après je suis allée à l'échec du coup. OK. Voilà, donc oui, si, si, je fais quand même de la force. Bah, parce qu'en plus, OK. vu que c'est un peu le truc, ce que j'ai pas fait pendant des années, c'est bien de le travailler. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais je rencontre de plus en plus de coachs qui me disent, «Ouais, tiens, pourquoi pas faire ne pas travailler du tout l'endurance de force et bosser uniquement la force, en fait, à l'entraînement» et et dire que, bah, potentiellement, ça se répercute, tu vois? Heu, ça se discute, tu vois? Je suis Bah, encore un peu après honnêtement ça, moi je le vois à la salle, hein. J'ai d'ailleurs dans les coachs qui sont là, bah, il y a Théo, le diététicien et Rudy, mon copain leur dit toujours: «Les mecs, arrêtez avec, vos gros snatch ou vos machins, parce que quand vous réduisez la charge à 50 et que vous devez en faire plusieurs, sous fatigue, ça vous avancez plus une cacahuète. Donc lâchez un peu vos grosses barres, réduisez un petit peu pour avoir aussi apprendre à avoir le volume et l'endurance musculaire. Donc je pense que si tu mises trop sur la force et que tu travailles pas du tout ton endurance musculaire, bah, même si par exemple, si imaginons j'augmente ma charge max sur le back squat ou sur le thruster ou autre, forcément peut-être que je serai plus à l'aise sur les wall balls. Mais j'ai une copine, une de mes bonnes amies qui, je crois, elle a un front squat à 120 et pourtant c'est moi qui arrive à tenir plus longtemps sur les wall balls. Et moi, ma charge max, c'est 65, donc tu vois, OK. il y a quand même une grosse différence parce qu'il y a l'endurance musculaire qui va jouer. Ce que je te disais tout à l'heure, mes jambes, c'est rare quand je les sens brûler. Un petit peu au sled push, mais sinon je sens pas mes jambes, ça brûle pas. OK, OK, OK et ouais, du coup, ça serait quoi ton facteur limitant au wall ball? Ça va être tes épaules, ton cardio? La fatigue. Ah ouais, quand j'arrive au wall ball toute seule, je suis éclatée. De toute OK. façon, mes plus grosses cartouches, c'était toutes seules. Ouais, ouais, bah, c'est souvent comme ça, hein. Hem, OK, j'entends, j'entends. Donc tu m'as dit, donc vous faites un peu de la force et du renforcement. C'est ça. Très je serais curieux d'être une petite souris et de voir, ce qui te donne à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, on fait, donc, il me fait une programmation sur la course à pied. Donc, OK, il me donne, 2 séances de travail à faire, une de vitesse mélangée mixée avec VMA mixé au seuil, les 2, OK, et une autre de seuil.
Voilà, full seuil et avec beaucoup de variations de vitesse. Voilà, Et donc tu as un sur les exemple? Tu as un ou 2 exemples de séances? je réfléchis sur ce que j'ai dû faire, c'est genre, tu dois faire, 2 minutes modérées, puis 2 minutes rapides, puis repasser sur une vitesse modérée sans t'effondrer. Par exemple, faire, 2 minutes, à 4, 2 minutes à 3,45 et tu repasses sur 2 minutes à 4. Donc Mmh. du coup, même si ça t'a un peu tapé, 3,45, hop, tu peux pas retomber à 4,30, tu dois rester à 4. Ce genre de choses, tu me fais faire. OK. Ouais, en fait, tu passes au-dessus de ton seuil, tu passes au-dessous et tu jongles, c'est ça? C'est ça exactement, Ouais, être en gros, avoir la capacité de récupérer sur le run sans trop perdre en vitesse. OK. OK, et quand il te fait faire du seuil et de la VMA en même temps, ça va être quoi? Ça va être un 4 fois 1000 plus, 4 fois 400 par exemple Ouais, ou? c'est ça, une Ouais. pré-fatigue ou alors ça peut la dernière fois, elle m'avait fait un truc aussi où du coup j'avais, je crois que c'était, 5 fois 1000, puis après j'avais du 30-30 et je devais finir par 2 kilomètres, au seuil. OK. Moi aussi j'adore ces séances, j'en fais beaucoup avec le club. On a un super entraîneur qui nous fait beaucoup de ce type de séances-là. Déjà je trouve que c'est bien, en fait, ça passe vite. Exactement. Tu sais, tu fais ton 4 fois 1000, c'est pas comme faire un 8 fois 1000, tu vois? Ouais, Heu, tu fais ton 4 fois 1000, ça passe. Après tu as tes 400, ils t'allument bien quand même, tu vois? Tu fais tes 400 par exemple ou tes 30-30, ça t'allume bien, mais vu que tu en as beaucoup moins, ça passe bien. Puis après tu te dis: «Bon allez, il me reste juste un 2000, c'est pas grand-chose». c'est ça. Puis tu t'accroches, tu serres les dents et ça passe bien. Et en plus, c'est ce que je dis à mon copain, à chaque fois je lui dis: «Ah s'il te plaît, mets la vitesse au début» parce qu'après, vu que du coup je suis obligée moi j'aime pas ce que je déteste faire, c'est ça, c'est la vitesse. Courir sur des 30 secondes, 1 minute à fond, mais vraiment à fond, je sais vraiment pas le faire. Ça rejoint un peu le truc de j'ai pas de force, je suis pas puissante, mais je suis endurante. Et donc après, quand il me demande de tenir des allures, plus basses, et ben, je me dis: «Wow, c'est trop facile!» Donc du coup, j'aime bien quand c'est comme ça, mais bon, c'est rarement comme ça. Voilà. Hem, Et après et et donc vas-y. après donc ça, c'est les 2 grosses séances de course et après il me dit: «Tu peux ajouter de la course comme tu veux, mais pas de vitesse». Voilà, parce que du coup, sinon je vais encore surcharger mes ischios et je risque de me reblesser. Ça aussi, j'avais vu avec, Valentin de Motion, Therapy, si je dis pas de bêtises aussi, qui m'a beaucoup aidée, et donc qui m'a aidée aussi à trouver les clés. Rudy Koya aussi. Enfin bref, franchement, je suis bien encadrée, bien conseillée, donc ça, c'est vraiment top et donc du coup, j'ajoute un petit peu de course, mais jamais, 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 jamais de zone 2. Je déteste ça. Donc du coup, tu cours en quelle zone du coup? 3. Donc tu es à, OK, tu es au-dessus de ta zone 2. Ah ouais, non, je sais, enfin, c'est toujours ce que je dis à mon copain, si c'est pour faire de la zone 2, mais je préfère regarder la télé. Non, mais c'est vrai, hein. Par exemple, m'asseoir sur un vélo et pédaler à 500 ou 600, mon Dieu, mais il y a pas plus pour moi, je me dis: «Mais non, quoi, et j'ai envie de faut que ça bouge, quoi». Donc je Mmh. préfère, voilà et c'est pour ça que si un jour où je suis fatiguée, je m'entraîne pas, j'hésite pas, si je me sens fatiguée dans la semaine, à ajouter un 2e jour de récup complet pour pouvoir envoyer, derrière. OK, et donc tu te fais pas de sorties longues, tu te fais pas de tout ça? Non. OK. Je fais beaucoup d'ergomètre aussi. OK. Ah mais là, tu dois bosser ta zone 2 du coup? Non, toujours pas. C'est vrai? Même, Non. tu te mets à bloc sur l'ergo, quoi? Et puis, bah, pour te dire, mon ergomètre préféré, c'est l'EcoBike. OK. Et là, actuellement Pire. bah, là, actuellement, tous les matins, je me fais 300 cales à l'EcoBike pour m'échauffer. C'est ton échauffement, 300 cales. C'est ça, Ça rigole pas. ouais. Tu les fais en combien de temps? Alors je prends mon temps, hein, parce que du coup, je suis pas là en mode, faut pas que je suis, mais 25 minutes. Ouais, ouais, mais Donc quand même, hein? Quand même c'est ça non, parce que si je voulais aller plus vite, je mettrais moins de 25 minutes quand même, mais non, bien là, c'est sûr. l'objectif, c'est de faire monter mon cœur. Quand, je suis dessus, je suis en zone 3-4. OK, OK, OK. Hem Non, c'est hyper intéressant, tu vois? Comme quoi on n'est pas obligé de faire la zone 2. Après ta zone 2, tu dois la bosser
d'une manière ou d'une autre, tu la bosses de manière indirecte, tu vois? Bah Peut-être sans le savoir. je pense que la zone 2 c'est bien pour développer la caisse, développer le cardio, qui est de plus en plus qu'on ait de plus en plus de mitochondries et donc du coup, l'endurance, ça soit plus facile. Mais j'en ai fait vraiment des années de tout ça, de Mmh. du cardio et donc du coup, je pense que la caisse, on est OK et donc dans mon cas, ce serait plutôt pour récupérer. Voilà, si je veux faire une journée cool, alors attention, il y a des fois où quand, justement je monte sur l'éco-bike, je sens que mon cœur il va monter plus fort parce que je suis un peu fatiguée, plus vite, plus fort et du coup, je me dis: «OK, je fais mes 300 cales, je fais un peu de renfo et c'est tout». Voilà. Mmh. Je cherche pas à me mettre une mine, à être allongée au sol, mais j'ai toujours le cœur qui monte un petit peu. Je reste jamais en zone de je sais enfin, je non, j'aime pas ça. OK. Bah, écoute, merci de partager ça et tu fais un petit peu de conditioning ou des mômes? Parce que là, du coup, Ouais. tu combien de séances de force? 2, tu m'as dit? 2 séances de force, 2 séances de heu, force, 2 séances de vitesse, voilà, hem, tous tes éco-bikes et il te reste du temps pour faire un peu de conditioning, c'est ça? ouais et après c'est ça. Alors, du coup, pour les conditioning, je sais que ça va faire peut-être, il y en a certains qui vont être surpris, mais du coup, pour les conditioning, c'est moi qui les écris. Du coup, je les écris, je montre, à Rudy, des fois il me dit: «Mais tu es complètement malade, ça passera jamais» et je lui dis: «Si, je vais essayer» et voilà. Donc des fois, je me prends un mur et ça passe pas et puis des fois ça passe et je lui dis: «Tu vois, je te l'avais dit», voilà. Donc en fait, parce qu'au-delà d'aimer le fait de m'entraîner, ça c'est vraiment un truc que j'adore, m'entraîner, je pense que si on me prive de m'entraîner, je serais vraiment triste. Je préfère, être privée d'entraînement, mais que d'être privée d'aérox que d'être privée d'entraînement, pardon. Si on me dit: «Demain, tu arrêtes l'aérox», c'est pas grave, tant que je peux continuer de m'entraîner, c'est pas un problème et donc du coup, au-delà de l'entraînement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'aime bien comprendre, savoir comment ça marche. Je teste plein de trucs sur moi, hein, j'expérimente des choses. Donc du coup, comme ça, ça me permet de voir ce qui marche ou non et donc tout ce qui est sur le cardio, c'est vraiment un truc qui me passionne avec, mon copain qui est en plus coach, formateur aussi, depuis des années, dans des écoles de formation au Creps, dans le Nord. Dès qu'il fait des formations, il apprend des choses, on en parle toujours ensemble, on écoute les choses à 2. Christine Shaw qui est un spécialiste justement sur le cardio, qui d'ailleurs a créé, j'ai vu une programmation. Enfin bref, tous ces gens dans le sport, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Mmh, OK. Hem, OK, donc ça fait quand même un bon petit programme, hem et tu arrives à caler un petit peu de compromise running ou t'en fais plus à l'entraînement? Si, si, j'en fais aussi quand même, au moins un par semaine. Un par semaine, sûr. OK, OK, OK. Tu as une petite séance, là récemment qui t'a marqué? Petite séance qui m'a marquée, je réfléchis. C'était un travail en eudomome parce que du coup, vu que je m'entraîne en groupe 2 ou 3 fois dans la semaine, enfin avec des amis, et sinon là, il y a des séances quand c'est très dur, j'aime bien les faire toute seule. Parce que du coup, j'aime si les gens lâchent à côté de moi, ça me perturbe. Donc je préfère que ça soit dur et d'être toute seule quand c'est dur, plutôt que si la personne à côté, elle lâche, je vais me dire: «Oh bah, moi aussi je vais lâcher, ça me saoule». Donc du coup, la séance qui était dure, c'était, un eudomome, donc du coup, il fallait faire 425 mètres de ski pour moi. Pour les hommes, c'était 500 mètres. Puis tu avais 2 minutes pour faire, 450 mètres de run, puis 2 minutes pour faire, 45 mètres de burpee broad jump et tu fais ça pendant 30 minutes. Costaud, Ouais, costaud. ouais, Ça me donne envie. c'était pas mal. Parce que du coup, le run, il faut Heu, pour avoir il faut en ouais et donc ce que je te disais sur les burpees, je m'entraîne comme ce que je fais avec Jésabel, je fais pas de step up. OK. Voilà, je m'entraîne que ça soit vu qu'avec Jésabel, il y a pas de step up, à l'entraînement, même toute seule, il y a pas de step up. Il y a plus de step up. OK. Donc vous faites les 2, vous faites toutes les 2 vos burpees, groupés, à Ouais, fond, quoi? ouais. OK et on ça fait gagner beaucoup de temps? C'est surtout, il y a pas de no rep. Il y a pas de peut-être que ton pied, il est un petit peu devant, au moins tu es sûr, tu réfléchis pas, tu mets tes mains au sol, tu te redresses, tu sautes
et c'est juste pour être sûr qu'il y ait pas de no rep. Là, à Phoenix, on a pris 0 no rep, enfin pas d'avertissement sur quoi que ce soit, les wall balls, j'en ai pris j'ai fait les 50 premiers et sur les 2 premières reps, j'ai visé trop haut. Du coup, après, je me suis stabilisée et j'ai visé, voilà. Mais du coup, tous ces petits trucs, c'est justement, il faut bien, même, tu sais, quand je m'entraîne sur les wall balls, à la salle, on a les cibles où c'est marqué ROG, bah, tu tapes pile à cet endroit. C'est de s'entraîner à ce que ça soit précis. C'est pas: «Oh, j'ai touché un peu en dessous, mais je la compte quand même». Non, parce qu'à l'aéroc, ce sera no rep. Donc Mmh. voilà. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que, bah, surtout sur les wall balls, on peut vite être surpris, et sur les premières compétitions et même avec l'expérience, t'en vois qui font beaucoup d'erreurs et là, je regardais les élites 15 sur le dernier à Phoenix. Tu as certains athlètes en hommes ou en femmes, ils sont à plus de 15 no reps, quoi. Tu Bah vois? ouais. Sur leur wall ball, c'est énorme! C'est énorme, sur une course, quoi. Bah, là, avec Jézabel, je pense qu'on a le meilleur temps. On a mis 3 minutes 15 à 2 sur les wall balls. Du coup, après la stratégie, c'était, on fait 50-50 chacune et les burpees, on a le meilleur temps aussi. On a mis 2 minutes 02 OK. peut-être. OK, donc votre marge de progression, elle se situe où? Elle, c'est sur la Le course à run, pied? ouais. Ouais. Je pense que sur les Jézabel et moi, c'est ce que parce que du coup, Jézabel analyse, beaucoup les courses et tout ça. Elle me disait: «Sur nos temps de workout, on est vraiment très forte et après si on veut encore gagner du temps, il faut courir plus vite». Ouais. Ce qui n'est Bon, pas bah, facile. vous allez peut-être, refaire de la zone 2, hein, je vous le dis, hein. Travailler son économie de course, travailler à basse intensité, prendre le temps d'assimiler les grosses séances, tu vois? Ouais. Hem, Non, alors après, tu sais, donc je te dis, respiration nasale, ça j'ai déjà fait, je le fais une fois à tout jamais, vraiment, exceptionnellement, mais c'est vraiment que ça m'ennuie. Par contre, c'est vrai que, là, j'avais un volume de course à pied quand même de 65 kilomètres par semaine et je peux pas m'amuser sur les 65 kilomètres à courir toujours vite. Donc c'est pour ça que Rudy m'a dit et même, Valentin m'a dit: C'est pas possible, c'est normal que ça ton muscle, à un moment donné, il fatigue donc il faut faire tu fais tes 2 séances de vitesse, la séance de compromise run ou la deuxième si on a une deuxième et on essaie qu'il y ait pas trop de vitesse et le reste du temps, tu combles. Donc en fait, vu que j'aime pas courir trop lentement, enfin du coup, j'ajoute des ergomètres. en zone 2. Non, non, Toujours pas pas, toujours non. pas. Ça peut être, par exemple, un peu d'éco-bike ou de rameur, rapide et derrière je cours tranquillement. Mais je Tu sais as jamais fait une prépa marathon ou une prépa semi? ah non, c'est trop long, Non, mais c'est l'effort. marrant, après bon, j'ai de leçons à donner à personne, mais en fait, c'est en faisant une prépa semi, une prépa 10K, une prépa marathon que tu te rends compte que pendant les sorties longues ou les sorties de zone 2, tu sens que ton corps, il est en train d'assimiler ta séance de seuil de la veille, tu vois? Ouais. Et et c'est assez difficilement indescriptible. Après, si tu as pas le temps, que tu as pas envie d'en faire, je peux pas t'en convaincre, mais je suis quand même, tu vois, je suis quand même, surpris que tu en fasses pas. Après, je sais qu'il y a d'autres athlètes, qu'en font relativement peu aussi, tu vois? Et mais ça me surprend toujours, quoi. Mais après, encore une fois, je pense que, voilà, c'est important pour en prévention aussi des blessures, que c'est effectivement, comme tu le dis, ben, pour assimiler le volume. Si on veut s'ajouter du volume de course à pied, il faut forcément ajouter du volume, mais cool. Voilà et donc du coup, c'est pour ça que pour avoir toujours un peu le côté cardio, quand je fais mes séances run, c'est zone 2, zone 3, mix. C'est rarement quand même je suis plus dans la zone 3 très honnêtement, et après beaucoup de travail sur les ergomètres parce que du coup, ça me permet d'avoir ma dose de cardio sans pour autant avoir l'impact de la course à pied. Ouais, ouais, bien sûr, OK. Hem, mais, mmh, mais je suis quand même surpris du niveau d'intensité. J'aimerais voir ton temps là de les 10 heures à les 10 heures, quelle est la proportion, de ce qui se trouve à moins de 140 BPM et de ce qui se trouve au-dessus? Ça doit être dingo, quoi. Bah, là, si je regarde dans mon téléphone, j'ai des activités cette semaine. Je pense qu'il y a pas une seule séance qui est en dessous de 150. Ouais, ouais, après bon, 150 ça va, tu vois, encore. 150 ça va et
Mais écoute, tu pourras regarder, je sais pas sur quelle montre t'as ou quel matériel t'as pour, mesurer tout ça, mais j'ai découvert un site qui est génial qui s'appelle interval.iq et en fait, tu peux visualiser ta charge d'entraînement et notamment en fonction du volume et de l'intensité que tu as fait. En fait, ça absorbe toutes tes séances et du coup, ça te fait tes courbes de progression et tout, c'est incroyable. Hem, mais du coup, tu vois que quand tu fais trop d'intensité, bah, en fait, tu te trouves dans une zone grise où tu progresses plus vraiment, tu vois? Ouais. Hem, En tout cas pour moi. Ah Donc non, tu mais je suis regarderas. je Tu suis regarderas. d'accord avec toi et c'est pour ça, comme je te disais, tu vois, par exemple, cette semaine, j'ai fait 2 jours de récup parce que j'ai fait Mmh. 3 jours, où je me suis bien Tu doublé? entraînée, voilà, où j'ai mis beaucoup d'intensité. Le 4e jour, j'étais cuite et j'ai dit: «Bah, tant pis, je m'entraîne pas». Donc du coup, même s'il y a peu de temps de zone 2 et tout ça, je sais aussi écouter les signaux et dire: «OK, je suis fatiguée nerveusement», parce que c'est ça j'en suis convaincue, tu peux pas te défoncer tous les jours, défoncer, être dans la zone 5, en PLS tous les jours, c'est pas possible. Au bout d'un moment, tu te fatigues, tu te blesses et tu as plus envie, et puis tu mets plus l'intensité. Donc du coup, je m'entraîne. Il y a des jours où c'est vraiment très fort, il y en a d'autres, c'est un petit peu moins fort. C'est rarement dans la zone bleue, c'est vrai, et donc si je suis fatiguée, je me repose, c'est tout. Je préfère, ne pas m'entraîner du tout. OK, OK, OK. Tu fais bien de le préciser et rapide question parce que tu disais: «Ouais, je me fais 300 cales sur l'éco-bike, tous les matins», c'est parce que tu as un chez toi, du coup? Non, à la salle. En fait, mon copain est le owner de FWA CrossFit à la Madeleine, Mmh. et donc du coup, j'ai les clés. Et donc du coup, ouais, voilà, j'ai une passion pour ce truc, je regrette qu'il n'en ait pas les Rox. C'est de l'éco-bike? Ouais, 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 c'est vrai, en plus, il pourrait, hein, parce que tu peux mettre une distance, tu peux mettre un nombre de cales, c'est ça, ça serait cool, ouais. et Il y en a au on est dans l'endurance musculaire du coup aussi, dans les jambes. Ouais et il y en a au Décafit, en plus. Ouais, c'est vrai. Non, non, mais il y a déjà tellement de trucs horribles. Si en plus il y avait si en plus il y avait l'éco-bike, mais mais ouais, je suis d'accord, tu vois? D'ailleurs, s'il y a des concurrents, qui veulent se lancer en hybride, je pense que l'éco-bike, c'est quand même un truc, c'est quand même un des ergos, vraiment, vraiment cool, quoi. Ouais, bah, parce que ça te permet de travailler l'endurance dans tes jambes et de faire monter le cardio quand même, donc pour moi, je vraiment l'éco-bike, c'est celui que je préfère. OK. Ouais, ouais. Hem, s'il y avait pas enfin, si Aerox s'arrêtait là, ça serait quoi les autres formats que tu as envie de tester? Je ferais, je pense, je m'entraînerais fort pour un 10 kilomètres. OK, OK, OK. Pourquoi? Bah, parce que je me dis que c'est là en fait, c'est vraiment toujours la course à pied, c'est le truc que je préfère le plus. Ça a toujours été la course, c'est juste que vu que je me suis blessée plein de fois, j'ai compris qu'il fallait faire attention, et donc du coup, je peux pas courir, à fond tous les jours. Mais du coup, ouais, ça serait un 10 kilomètres, pour essayer d'aller chercher un gros, gros temps. OK. Tu viserais combien? Oh, j'aimerais bien avec beaucoup d'entraînement, j'aimerais viser, 36. OK, OK, OK. Hem et ça te tente pas après les championnats du monde de te faire, 2 mois, juste de course à pied cet été et tu bosses à fond ta VO2 max, ton seuil durant l'été, donc tu progresses, volume plasmatique à fond et septembre, boum, tu arrives, tu reviens 10 K. Ah si, Ça ça jamais? c'est possible que je fasse ça aussi, cet été. OK. Bah, moi, j'aime bien franchement l'été, je sais pas pour toi ce que tu fais un peu en off season, mais moi j'aime bien pendant un mois, poser toutes les barres, poser tous les ergots, heu et vraiment me mettre à donf sur la course à pied parce que, bah, déjà c'est le temps il s'y prête et puis, avec tout ce qui est travail sous chaleur, bah, tu progresses beaucoup plus vite, quoi. Ouais, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que ce que j'ai pas précisé, c'est que sur les cobayes, quand je le fais super couverte avec, un pull un pull, une polaire, voilà, pour dire que ça soit vu qu'il fait chaud, mon rythme cardiaque monte encore plus vite et du coup, c'est difficile. Enfin bon, bref. Donc du coup, oui, si l'été, le fait de travailler sous chaleur, c'est difficile, aussi, et je trouve qu'après quand tu arrives dans des conditions optimales et ben, tu es bien, en fait.
Je Ouais, sais ouais. pas si je sais pas si ça améliore le cardio, je vais jamais penché là-dessus, mais une chose est sûre, c'est que quand tu arrives dans des conditions optimales dans la salle d'aéros où il fait 20°, ah, c'est bien, quoi. Bah, si, si, il y a eu pas mal d'études scientifiques, hein, qui là-dessus, tu vois, en fait, quand tu travailles sous chaleur, ça augmente ça accélère ton métabolisme, mais à plus suer, en fait, ton mécanisme de refroidissement, en fait, a besoin de beaucoup plus travailler. Du coup, ça augmente ce qu'on appelle ton volume plasmatique, le volume de sang, tu vois, en circulation. Et par conséquent, bah, ça améliore ta VO2 max. Et du coup, en fait, il y a eu pas mal d'études scientifiques où tu fais exactement le même programme sur les mêmes athlètes. Le programme, tu vois, un programme d'entraînement typiquement aux 5 kilomètres, tu leur fais sur les mois 2 mois d'été ou sur les 2 mois d'hiver et en fait, tu as une meilleure progression à ch quasiment systématiquement quand tu fais un entraînement sous chaleur et scientifiquement, c'est prouvé et c'est d'ailleurs, enfin, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles, tu vois, les coureurs africains sont aussi nettement meilleurs que nous, tu vois? C'est qu'ils sont capables de courir à des températures qui sont beaucoup plus élevées que les nôtres, au-delà de l'altitude, au-delà des produits aussi, heu s'il faut se le dire. Ils ont en plus enfin, ils ont, cet avantage enfin, cette, adaptation physiologique-là, quoi. OK. Je t'enverrai Ah, des ouais, études scientifiques. ça ouais, ça m'intéresse du coup, parce que je teste ça, mais en me disant j'ai la sensation que c'est voilà, mais je j'avais pas encore vu de Ce qui est important, si tu veux, c'est de bien faire ça va pas te plaire, ça va pas te plaire, mais ce qui est important pour que ça soit vraiment efficace, c'est de faire un bon travail d'adaptation, à la chaleur. C'est-à-dire que alors bon, toi, tu as l'expérience, tu t'entraînes beaucoup, donc naturellement, tu vas faire une bonne adaptation, mais pour les athlètes, tu vois, typiquement les triathlètes qui vont faire beaucoup le tour du monde, qui vont pas aller dans des zones très chaudes, très froides, très chaudes et qui vont alterner comme ça. Pour être hyper efficaces, ils vont se faire sur une semaine, 10 jours, ils vont faire beaucoup, beaucoup de zone 2 sous chaleur, histoire de bien, bien, bien l'encaisser et ensuite ils vont commencer à mettre de l'intensité, pour pouvoir se faire des gros blocs d'entraînement et améliorer, leur travail, leur adaptation à la chaleur, quoi. bah, justement, c'est sur l'eco-bike que j'ai commencé et après de temps en temps, mais après j'avoue que des fois j'en peux plus, j'essaie de rester couverte sur une séance où c'est plus intense. Mais c'est C'est vrai? c'est vraiment insupportable, hein, c'est horrible donc du coup, il y a des fois où je me dis: «Oh j'en peux plus, tant pis, je retire mon pull». Mais ouais, non, sinon, je pense qu'effectivement, même si j'ai pas fait sur la zone 2, je le fais quand même plutôt naturellement parce que c'est quand même, dur, hein, de su faut supporter, hein, c'est pas Ah non, non, facile. mais oui, tu m'impressionnes et est-ce que tu surveilles, la quantité d'eau que tu bois, du coup, quand tu fais ça? Oui, je bois beaucoup, beaucoup. De toute façon, sur un entraînement, en 1 heure, je peux boire presque 1 litre, 1 litre et demi. OK. Ça me surprend pas, c'est pas nécessairement beaucoup, hein. Hem mais tu connais, du coup, ton volume de sudation en Non, fonction de ta zone cardiaque? pas du tout. OK. OK, OK. Bah, tu vois, ça, c'est un truc que font beaucoup les ultra trailers, et les triathlètes aussi. C'est que, par exemple, ils vont se faire, ils vont se faire 1 heure de zone 2 en plein cagnard, mais avant de partir, ils vont se peser. OK. Ils vont prendre 1 litre d'eau avec eux, pas plus, tu vois? Ils vont faire 1 heure, ou 2 heures, tu vois? Ils vont boire qu'1 litre et ils vont se repeser après la sortie et du coup, en fait, ils vont voir le delta entre ce qu'ils ont bu, et avec la perte de poids, ils vont voir combien d'eau ils ont sué, tu vois? Ah, c'est intéressant du coup. Ouais et ça tous les ultra trailers font ça maintenant. Tu vois? Ils font tous ça, hem et parce qu'eux, bon, bah, ils courent, 4-5-6 heures, par des températures, exceptionnelles, tu vois? Comme l'UTMB en plus, c'est fin août, tu es obligé de t'entraîner du 1er juin jusqu'au 25 août et donc tu es obligé de faire de l'entraînement sous chaleur et hem et donc du coup, ils savent en fonction de la température et de la vitesse à laquelle ils vont courir et de la zone cardiaque dans laquelle ils se trouvent, en fait, ils savent leur volume de sudation un peu utile. Donc ça pourrait t'intéresser, je pense. Ouais. Ah Mmh. si, c'est intéressant ça aussi. Parce que du coup, c'est ça, ça permet de savoir si on est suffisamment hydraté aussi. Exactement, exactement et de connaître à peu près en moyenne combien tu vas transpirer sur,
sur une séance de 10 kilomètres où tu vas t'envoyer une boîte, bah, ça te permet de savoir un peu, ce que tu as Ouais. Du coup, ce que je fais, ça, c'est Jézabel qui, ça, du coup, maintenant, je copie Jézabel, elle boit de la Ceinture. Du coup, c'est vrai, tu je t'es mis à ça? ouais, parce que du OK. coup, même tu pour, les sels minéraux, voilà, parce que je sais qu'on perd beaucoup donc et Théo m'avait dit déjà de prendre des électrolytes, mais ça, je trouve ça vraiment pas bon. J'ai essayé beaucoup de marques et j'aime pas donc du coup, je bois de la Ceinture. OK. OK, OK. Hem bah, écoute, ouais, bicarbonate, hein, ça a l'air très très efficace, hein, donc tu vu un avant-après ou pas? Hormis, les dégâts sur l'estomac? Non, non, j'ai pas vu de enfin, je ressens pas forcément de différence. J'avoue Ouais, que c'est assez, ça reste assez marginal, c'est difficile de se rendre compte. Tu le fais tout au long de l'année ou tu fais juste avant tes compètes? non, juste avant les compètes. Une semaine avant, tu te fais une bouteille par jour ou? C'est ça OK. et bien saler les plats aussi. Ouais, bien ça, les plats. Tu as déjà crampé en course? Oui, à Paris. Jézabel s'en souvient, moi aussi d'ailleurs. OK. À Paris cette année, notre première course, on est première tout le long, on sort du Farmer Walk et alors là, je me suis demandé si j'avais pas une rupture dans le mollet, hein, enfin, j'ai hurlé de douleur, c'était horrible et Isabelle me dit: «Oh bah, on s'arrête» et j'ai dit: «Non, tant pis» et puis du coup, on se fait doubler. C'est dur moralement et puis après, tu te dis: «Bah, c'est tout, OK, j'étais déshydratée et maintenant je cours avec une flasque dans la poche». Parce que du Ah coup, ouais, tu cours avec, ouais, ouais. j'ai vraiment trop besoin de boire. Je peux pas ne pas boire toute la course, c'est pas possible. Ouais, parce que pour vous, les verres d'eau, c'est une perte de temps, Bah, du enfin, coup faut s'arrêter, quoi. ce que je fais, c'est que si je me parce que Isabelle, la dernière fois, elle me dit: «Tu t'es quand même arrêtée pour boire en plus de ta flasque» et du coup, j'ai dit: «Mais oui, mais en fait, ce que je fais, c'est que, par exemple, si c'est elle qui termine la station, je me dépêche, je cours vraiment fort devant, hop, je m'arrête de boire une goutte, j'attends et puis hop, on y va, je jette mon truc, et on y va, quoi». Ouais, ouais, Bien OK. OK. pour essayer de faire perdre le moins de temps possible. Bon, je vois que l'heure tourne, il va se faire tard. Bon, c'est Ouais. samedi, mais on est des sportifs. Je voulais te demander un peu, quelle est quand même votre stratégie de course là avec, Jézabel sur le qu'est-ce qui marche bien pour vous toutes les 2? Est-ce que vous avez des gris-gris, des astuces pour les transitions? Comment vous fonctionnez? Pour les transitions, c'est Jézabel qui m'a un peu drivée là-dessus parce que j'avoue que moi voilà, mais elle m'a donné plein de conseils sur, par exemple, le ski erg, tu sors à droite, je rentre à gauche, les temps de Ah ça transition. c'est moi ça, c'est mon petit tips à moi. C'est vrai? Ouais, Bah, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Il avait fait une vidéo YouTube qui avait très bien marché et tout et d'avoir des automatismes en fait. Tu sors toujours de n'importe quelle station, tu sors toujours du même côté, Voilà, tu vois? c'est ça, exactement. OK. Bah, Jézabel m'a drivée sur ça, sur, comment est-ce qu'on se passe le sac pour les fentes ou plutôt comment Jézabel me prend le sac pour les fentes parce que moi je suis un peu, lente, elle arrive, elle me prend, bam, là, elle est forte, quoi et après sur les burpees en général, par exemple les burpees je commence, je dis toujours: «J'en fais 5, j'en fais toujours un peu plus parce que je suis un peu énervée» et puis après elle en fait et puis on essaie de faire en sorte que ça soit moi qui les termine. Les fentes, elle en fait aussi un peu plus parce qu'elle est, beaucoup plus forte, et les wall balls, l'idée le truc idéal, c'est qu'on fasse 50-50, donc je commence, elle termine, puisqu'en fait, si je commence, que je commence ou que je termine, je vais avoir le même rythme sur les wall balls. Mais si je sais pas si tu as déjà vu Jézabel faire des wall balls, mais c'est un piston hydraulique. Donc Oui. si elle arrive fatiguée, elle va faire les 50 premières reps, peut-être qu'elle les fera pas aussi vite que si elle a pu récupérer. Donc Ouais, ouais. objectif, je fais les 50 premiers si je suis pas trop cuite, sinon on fait par 25 et en fait avec Jézabel, c'est fluide, c'est vraiment, on se parle quoi donc si je suis fatiguée, ou si elle est fatiguée, on adapte, on change tout de suite le plan, quoi. OK, OK, OK et qui court devant? Alors, sur le premier run, c'est elle qui met le rythme parce que du coup, sinon je lui dis: «Je vais nous tuer toutes les 2. Je vais partir comme un chien fou, c'est plus fort que moi» donc Jézabel, elle est très bonne sur, pour, gérer donc et elle au final, elle met un bon rythme de course donc c'est elle qui met le premier, qui met le rythme et après en fait, soit je vais devant, soit c'est elle qui va devant. Par exemple, à la sortie des burpees, vu que je les termine,
sur le premier tour, elle me tracte et puis après, dès que je sens que ça va mieux et je sens que je peux repasser, hop, je me remets devant et en fait, on se tire l'une l'autre. Dès qu'on trouve que ça ralentit, on switch et il y en a une qui passe devant, toujours pour essayer de tirer l'autre et Mmh. on court pas côte à côte, quoi. OK, OK, OK. Hem, Bah, je c'est la meilleure stratégie, hein, je pense de toujours avoir, un devant ou enfin l'un ou l'une devant, c'est ce qui fonctionne le mieux, je pense. Hem, et je serais curieux de savoir comment vous découpez sur les ergots? Sur Heu, les ergots, alors, le skieur, je déteste ça, donc elle le sait, Isabelle. Donc elle fait, on elle a fait un gros ski erg, il me semble, non? oh ouais, En plus. ouais, ouais, elle est, Enfin, de toute façon, elle est forte partout, mais sur le c'est ski erg, exactement ouais, ça. Du sur le coup, ski erg, elle est très costaud, ouais. sur le ski, on fait 3 fois 150 chacune et elle termine 100 mètres. Donc elle commence les 150 et elle termine par 100 Mmh. et ensuite le rameur, c'est généralement je lui dis toujours: «Je suis rôtie» parce que du coup je termine le sled pull, je commence et je termine les burpees et je commence le rameur et donc là, le rameur, on fait 250, 250, 250, 4 fois. OK, OK, OK. Ah ouais, bah, vous faites 3 transitions? Ouais. OK. Vous avez essayé d'en faire, que 2, tu vois? De faire un truc genre, 300-400-300 ou Non. non, vous avez jamais testé ça? Non, OK. jamais testé. Parce qu'après, je pense qu'il faudrait que ça soit Jézabel qui, le fasse, mais est-ce que ça l'impacterait pas trop derrière sur le run? Je sais pas. Parce que c'est des Mmh. ouais, Alors ouais, non, mais je dis ça parce que, bah, en mixte, tu vois, c'est souvent la une stratégie un peu qu'on a, tu vois? ouais, ouais, Heu, tu vois, le rameur pour les mecs, on est un peu le plus grand, on est un peu plus lourd, donc c'est vraiment le moment où on peut envoyer de la calorie, un peu «facile» entre guillemets. Hem, je trouve en tout cas, je trouve que c'est l'ergot où les mecs sont beaucoup avancés, tu vois? Juste par la taille déjà. ouais, Hem et donc souvent, comme les transitions sont longues, hem, à moins de bien enfin, faut vraiment, je pense, bien les travailler, mais mettre les pieds, resserrer les cales et tout, tu perds quand même pas mal de secondes, je trouve. Hem, il y a beaucoup de duos qui font que 2 transitions et c'est la première fois que, ouais, que j'entends, enfin, je me posais la question et tout justement sur un duo féminin, quelle était le la meilleure des compos, bah, ouais, parce qu'après vraiment. pour le coup, vu qu'on est 2 femmes, même si Jézabel est très forte, derrière, il faut courir vite donc je sais pas si comment est-ce qu'elle le gérerait? Mon copain m'avait dit: il faudrait qu'on essaye que je fasse 200, elle 300, je refais 300 et elle 200». On remodifie au final, on change pour voir, mais je pense que 250 franchement pour le coup c'est bien. Parce que moi je sais que 250, j'arrive à tenir entre 1,45, 1,48. Jézabel, elle récupère et je pense qu'elle est à 1,45 peut-être. Je vois plus l'écran, je regarde pas donc je sais pas ce qu'elle fait quand je fais quand je suis allongée derrière et après on arrive à tenir quand même des fréquences assez élevées. Est-ce qu'elle arriverait à tenir? Je sais pas. Mmh. Bah, je serais curieux, tu vois? Nous, je sais pas, plusieurs fois avec des copains, on s'est dit: «Est-ce que les 3-4 secondes que tu perds, sur ta transition, si tu rames du coup 2 secondes moins fort, ou 1 seconde ou 2 moins fort, bah, du coup tu peux tenir tes 250, tu peux tenir cette cadence-là, sur, 350-400, tu vois? Vu que tu rames un tout petit peu moins fort». Le calcul, il est subtil, quoi. Ouais. Mais je regarderai ça avec attention sur vos prochaines courses. Hem En tout cas, c'est, je suis curieux de voir comment vous faites. Hem, bon, ça va faire 2 heures qu'on parle, ça fait beaucoup. Hem, je sais que toi et moi, on a un entraînement, demain qui nous attend. Oui. Hem, le, comment dire? Le, la dernière question que je voulais te poser un petit peu pour la suite, quels sont les objectifs, tu vois, là, pour la fin de la saison, mais aussi pour les 2-3 prochaines années? Qu'est-ce qui te fait rêver et jusqu'où tu as envie d'aller? Alors pour, la fin de saison, le titre de championne du monde avec Jézabel, voilà. OK. Ça, c'est l'objectif. Avec mon copain aussi, faire ce qu'on pourra à 2, voilà, kiffer parce que du coup, quand on fait à 2, on partage tout, moitié-moitié. Il y a pas de 60-40, 70-30, c'est 50-50
Voilà. C'est la parité, hein, homme-femme jusqu'au bout. Et du coup, pour les saisons prochaines, eh ben, j'aimerais, je pense que, continuer avec, Jézabel, continuer avec Rudy, continuer de kiffer, en fait. Je me mets pas d'objectif en particulier, juste continuer de prendre du plaisir. Voilà, il faut que ça reste un plaisir et surtout continuer de pouvoir m'entraîner sans gêne, sans douleur. Bon, bah, écoute, c'est un bel objectif. Merci beaucoup Rebecca pour ce bon moment. Je me suis Merci à régalé, hein, toi. qu'on puisse parler de nutrition, qu'on puisse parler de podologie, de renforcer le pied, de blessures, et un petit peu de stratégie de double en tout cas. C'était très chouette, donc merci beaucoup. Si vous êtes encore ici d'ailleurs, les auditeurs, les auditrices, bah, c'est probablement que l'épisode vous a plu, donc profitez-en pour aller envoyer un petit message à Rebecca, c'est elle qui a fait tout le boulot. Oh non, Hem merci à et toi. c'est elle qu'il faut remercier absolument. Donc je vous mettrai le lien de son profil Instagram juste en dessous dans la description. Hem et puis si c'est toujours pas fait, pensez à vous abonner. C'est un petit clic, c'est gratuit pour vous et pour, Rox Evolution, ça nous aide vraiment beaucoup à grandir et à faire connaître le média encore plus. Merci à tous et salut Rebecca. Salut, bonne soirée. Free audio post production by alphonic.com.